Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Comment on arrive à maintenir l'attention, comment on arrive à focaliser les esprits et aussi marquer les esprits grâce à un effet de magie qui va impacter les mémoires. Et en fait, l'effet waouh, c'est simplement une agrégation de 3 émotions. En fait, l'expérience client, c'est un jeu de somme. Aujourd'hui, comment je vais surprendre mon client? Qu'est-ce que je vais lui apporter qu'il n'attendait pas? Pour moi, l'intérêt, c'est qu'un illusionniste, il ne peut pas créer d'effet de magie s'il ne se met pas complètement à la place de la personne qui est en face de lui. Sourire, accueil, écoute, poser des questions, s'intéresser aux autres, qu'est-ce que je peux faire en plus qu'ils n'attendent pas, et comment je peux fluidifier l'expérience. Enfin, c'est ces questions que je me pose qui vont tout le temps. Pour moi, il faut se les poser tous les jours. Mes chers insiders, soyez les bienvenus sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous êtes hôtelier et vous cherchez une solution sur mesure pour améliorer l'expérience client, satisfaire vos équipes et optimiser vos opérations? J'ai la solution pour vous. Muse, c'est mon nouveau partenaire. Muse, c'est bien plus qu'un simple PMS. C'est une plateforme nouvelle génération faite par des hôteliers pour des hôteliers. Avec Muse, vous pouvez personnaliser chaque aspect de l'expérience de vos clients, de la réservation au check-out, de la réception au revenu management. Vous pouvez même automatiser les processus fastidieux, libérant ainsi du temps à vos équipes pour offrir un service exceptionnel à vos clients. Muse n'est pas seulement une solution de gestion, c'est un partenaire dédié à la réussite de votre établissement. Que vous gériez un petit hôtel de charme, des appart-hôtels ou une grande chaîne internationale, Muse s'adapte à vos besoins. En plus, bénéficiez de 10% de réduction sur les frais récurrents en disant que vous venez de ma part. Et si le sujet vous passionne, foncez écouter l'épisode que j'ai enregistré pendant l'été avec Mac Abdelkafi, le directeur des ventes de Muse en France. N'attendez plus et faites passer votre hôtel à la vitesse supérieure avec Muse. En quoi la magie peut-elle apporter à l'expérience client? C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'ai voulu répondre avec un spécialiste. J'ai donc invité un mentaliste. Bonjour, Laurent Beretta. Bonjour Maxime Blo. Merci beaucoup je sais pas si on peut dire me recevoir sur ton show, en tout cas moi je te reçois sur le mien, mais je pense qu'il y a plein de jeux de mots à C'est toi faire qui me reçois là. entre nos deux milieux. Je brise tout de suite la glace et ça va te donner l'occasion de d'étendre sur ton parcours, mais c'est quoi un mentaliste? Ça, c'est une question qui est assez complexe, mais généralement, un mentaliste, je vais briser un mythe tout de suite. Un mentaliste, c'est un illusionniste. Un illusionniste, donc, qui fait un effet de magie. Et le mentaliste, en fait, va te faire croire, grâce à des subterfuges habilement cachés et grâce, on va dire, à une certaine psychologie de l'être humain, qu'il est capable de deviner tes pensées, de prévoir tes comportements et de savoir qui tu es dans les moindres détails, dans les plus petits traits. Mais à la fin, ça ne reste qu'un trucage, une illusion. Il y a très peu de mentalistes, il n'y a même pas du tout de mentalistes qui sont des extra-lucides, des voyants ou des personnes qui ont des capacités en delà de la normale. Un mentaliste reste un illusionniste. Mais les illusions connaissent pas mal sur le cerveau humain, D'accord. justement. Justement, je crois que ça va faire le lien avec pas mal de nos sujets. Et si c'est un super pouvoir ou pas, dans tous les cas, tu as certainement deviné ma prochaine question. Je voudrais que tu détailles un petit peu comment est-ce que toi, tu en es arrivé là. Quel est ton parcours finalement? Alors j'ai un parcours absolument atypique. Donc moi je me destinais à une carrière très sérieuse dans le monde de la finance. J'ai fait un bac plus 5 en finance, spécialisation corporate finance and risk management, donc des trucs absolument fabuleux.
Mhm. Et j'ai fait une partie de mes études, ma licence à Boston. J'ai eu la chance après de travailler à Boston, mais justement, je n'ai pas travaillé dans la finance, puisqu'à l'époque, j'étais déjà un passionné de magie. Moi, j'ai commencé à être passionné de magie quand j'avais 9-10 ans. Et lorsque je faisais ma licence en finance à Boston, j'ai pu fréquenter le plus grand magasin de magie de la côte Est. J'ai d'ailleurs choisi l'université Northeastern University à Boston parmi les facs qu'on propose aux US parce que je savais qu'il y avait le magasin de magie à Boston. Génial. Donc voilà, mes choix étaient très très aiguillés. Et donc moi, dès le deuxième jour où je suis arrivé, que je visitais la ville, je suis allé avec mon père voilà, me balader dans les quartiers financiers. J'ai dit, écoute, moi je te fais faux bon ici. Je te laisse visiter le reste de la ville. Moi, il y a le magasin de magie qui est juste là-bas au coin de la rue, donc j'y vais. Et je suis entré dans la boutique et j'ai sympathisé très très rapidement avec les gens qui voyaient que j'étais vraiment un dingue voilà, de manipulation, de dextérité, que je connaissais aussi pas mal d'ouvrages américains. Et de fil en aiguille, pendant que je faisais mes études, moi j'étais fourré là-bas tous les week-ends. Et un jour, ils étaient un peu dans le jus au niveau de la vente. Il y avait beaucoup de gens le week-end, le samedi. Et je suis passé derrière le comptoir avec eux et j'ai fait des démos, j'ai vendu des tours. Et donc, le patron m'a recruté comme vendeur ensuite très rapidement parce qu'il a vu que je savais vendre très bien de la magie parce que je faisais des bonnes démos. Bien sûr. Et, et grâce à cette expérience, si tu veux, c'est là aussi où moi j'ai fait le lien, et le lien que je vais te permettre de faire aussi ici, c'est que dans la boutique, il y avait pas mal de grands magiciens que moi je connaissais, dont j'avais lu les bouquins, qui venaient de temps à autre et qui venaient acheter des petits accessoires ou des grands accessoires parce qu'ils faisaient des spectacles dans la ville. Mais ils faisaient des spectacles pour les entreprises. C'est-à-dire qu'ils étaient sur scène devant 500, 1000, 1500 personnes. Oui. Et le but du magicien, c'était de non pas seulement de divertir les personnes qui étaient là grâce à la magie, certes, mais surtout de faire passer un message grâce à la magie, parce que la magie, c'est une fantastique métaphore sur beaucoup de choses, notamment que ce que l'on perçoit de la réalité n'est pas la réalité, que la réalité est malléable, que la magie fait vivre des émotions, et que la magie permet justement de changer l'état émotionnel de toute une salle très très rapidement, ce qui a des bénéfices au niveau de l'attention. Et donc, ces personnes-là que moi j'admirais pour leur dextérité, ben, je me suis rendu compte que c'était surtout des corporate magicians, donc des magiciens qui travaillaient en entreprise, D'accord. et que c'était un métier qui était très prenant, qui était très varié parce qu'on devait s'adapter à chaque fois à l'entreprise, ou créer des effets sur mesure pour l'entreprise, ou faire apparaître un dirigeant, ou parler d'une stratégie de façon un petit peu décalée, ou alors de faire apparaître un produit qui est le nouveau produit, ou qui est le nouveau logo. Et donc, le magicien est là pour galvaniser les esprits et pour créer l'effet de surprise. Et pour faire passer des messages grâce à la métaphore que peut permettre de faire la magie. Donc voilà, moi voyant ça, je me suis dit, que j'étais en licence, je me dis, mais c'est un métier génial. En plus, comme je fais une licence en business, parce que j'ai pas fait que de la finance, mais j'ai fait du marketing, j'ai fait des ressources humaines, j'ai fait tout ce que quelqu'un fait dans un cursus américain. Donc l'idée a commencé à jamais de me dire, voilà, je vais faire mon expérience professionnelle, et puis une fois que je l'aurai, je vais finir mes études. J'ai fait un MBA, donc un Master's in Business Administration, et toujours spécialisé en finance, mais j'ai quand même fait pas mal de marketing aussi. Et les RH Il n'y a m'ont pas de profondément... master spécialisé en magie. Non. Si, À il part y a un Poudlard. diplôme qui se fait en France. J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. C'est D'accord, intéressant. très bien. Mais donc voilà, moi quand j'ai fait mon MBA, mon mémoire de maîtrise, c'était la magie au service de la communication, ou comment l'illusionniste peut monter de toutes pièces une entreprise qui est dédiée au fait de faire passer des messages, de magnifier un produit, de capter l'attention lors d'une assemblée où voilà, l'attention était déjà une denrée rare à l'époque, avant qu'on ait les téléphones portables. Mais voilà, c'était comment on arrive à maintenir l'attention, comment on arrive à focaliser les esprits, et aussi marquer les esprits grâce à un effet de magie qui va impacter les mémoires. Mais ça, c'est pour des raisons neurobiologiques qu'on va détailler juste après. Donc voilà mon C'est parcours. très intéressant. Mais donc, à quel moment tu commences à en faire ton métier en fait? Comment, moi, j'arrive pas. Enfin, je comprends très bien le côté hobby, mais comment est-ce que tu arrives à dire je vais pouvoir vivre de ça finalement? C'est parce que j'avais vu des magiciens américains qui le faisaient très bien, Hmm. et qui le faisaient, mais qui gagnaient très bien leur vie. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, ça va être mon métier après mon MBA. Donc dès que j'ai eu mon MBA, ah oui, à la fin de mon expérience professionnelle aux États-Unis, parce que voilà, après, dans la boutique où j'ai travaillé, le patron m'a fait un visa de travail, et j'ai travaillé 1 an dans la boutique, mais là, j'étais que vendeur le week-end, et le reste du temps, j'étais assistant manager. Et donc, je m'occupais
de toute la recherche et développement que proposait le magasin en cherchant des effets de magie nouveaux à proposer à la vente, parce qu'il avait un département de vente par correspondance qui était énorme. C'était le début d'Internet. Le patron était copywriter, donc il écrivait des pubs assez persuasives pour que les gens achètent ses tours. Il travaillait avec un département marketing aussi, avec des graphistes qui faisaient des super belles images. Et donc il avait l'art, déjà pour moi il avait l'art et la science de savoir vendre. Et déjà à l'époque, en 93-94, le service client c'était son fer de lance. Donc lui, il n'y a pas de client insatisfait. Si les clients sont pas contents, on renvoie tout de suite et on pose pas de questions. Enfin, pour moi, c'était déjà, moi quand j'avais vu ça, je me disais, mais attends, c'est quoi ce pays, j'avais été très très impressionné par le souci de la satisfaction. Ils étaient très, très en avance, en effet. C'était un petit business. Et donc voilà, moi quand j'ai vu ça, et après avoir fait mes armes dans cette boîte-là, j'ai appris à vendre, j'ai appris à écouter un client, et moi je me suis dit, quand j'ai fait ma maîtrise, ça va devenir mon métier. Et donc dès que j'ai eu mon MBA, j'ai dit à mon père, écoute, mon père est expert comptable, donc mon père voulait que je fasse de l'audit ou que je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, et j'ai dit, écoute, moi, dans l'immédiat, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre à profit ce que j'ai écrit dans mon mémoire de maîtrise, la magie au service de la communication. Et donc, je me suis mis à mon compte tout de suite, et j'ai démarché des entreprises diverses et variées. Au début, j'étais en Haute-Savoie, j'ai vécu à Annecy, donc j'ai essayé de démarcher, il y avait des grosses boîtes qui font des équipements de ski, il y avait des boîtes de pub, enfin, c'est une région qui est assez riche en termes de tissu économique. Et donc, moi, j'ai commencé à lancer mon activité là-bas en 98. Et donc, je me suis mis à mon compte tout de suite, en fait. Et c'était toujours là. Ça existait déjà en France, que je comprends que les États-Unis étaient très en avance sur le sujet. Est-ce qu'il y avait déjà des illusionnistes en France business? Très peu. Il y en a encore très peu. Il y en a beaucoup plus maintenant. Mais on doit être, pour moi, à tout casser, qui font vraiment ce travail-là de façon corporate, entre guillemets, parce qu'ils ont l'esprit corporate. On est moi, j'irais une trentaine, grand max, quoi. Grand max. Même pas 30, je pense. En France ou en francophonie? En France. Après, en Belgique, il y a des magiciens corporate qui sont très bons. En Suisse aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, c'est là où il y en a le plus. Mais tous les magiciens qui font de la magie corporate, qui pour moi tiennent le haut du panier, c'est tous des gens qui ont fait un bac plus 4, bac plus 5. Il n'y a pas de... Il faut connaître l'entreprise pour pouvoir, pour moi, parler de l'entreprise et pour pouvoir s'intéresser, pour pouvoir créer quelque chose qui va résonner. Moi, je n'aurais pas fait le cursus que j'ai fait. J'ai une deuxième casquette qui s'est mise sur ma tête et c'est pour ça qu'on est aussi là aujourd'hui, c'est que maintenant je suis devenu conférencier. Oui. Par la force des choses. Mais voilà, j'aurais pas eu ce background-là, je pourrais pas, m'intéresser à une marque, savoir je sais ce que c'est que le branding. Donc, en fait, il suffit pas d'être juste, entre guillemets, un bon magicien, mais il faut aussi avoir toute une connaissance de la sphère entreprise. Bien sûr. Pour pouvoir finalement échanger, mieux communiquer et convaincre dans ton sujet. Bien sûr. Et être pertinent. Parce que on me propose maintenant on me donne des messages qui sont importants à passer ou que le management n'arrive pas à faire passer. Moi, je les fais passer autrement. Donc, pour moi, c'est une problématique RH. Mais moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir pourquoi le message passe pas. J'ai besoin de savoir comment les gens sont dans la boîte, quel est le turnover. Enfin, je pose beaucoup de questions. Ils me disent, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions et qu'est-ce qui fait que vous nous les posez? Parce que je sais ce que c'est qu'une boîte et comment gérer une boîte. J'étais un peu formé pour ça, en fait. Donc, aujourd'hui, ton métier, il est séparé entre deux casquettes, pour reprendre ton expression, qui est une partie conférencier et l'autre d'illusionniste. Comment est-ce que tu le nommes? Oui, exactement. Ouais. Je fais toujours... Alors, l'illusionnisme, je le fais à 90% en entreprise, toujours. Donc là, moi, je crée des effets de magie sur mesure pour des conventions, où on me demande de faire passer encore des messages spécifiques ou d'illustrer un propos ou de rentrer dans le thème de la convention. Et donc, la deuxième casquette, c'est que depuis une quinzaine d'années, on a commencé, il y a quelques années, on m'a demandé de prendre la parole, c'était à la fin d'une convention pour Leroy Merlin, où il parlait de vision d'entreprise, et qu'est-ce que la vision, et comment on concrétise une vision. Et moi, on me voulait faire intervenir à la fin de la plénière pour juste faire un numéro d'illusionnisme avec lequel j'ai gagné le Grand Prix de magie de Monaco, en fait. J'ai gagné le Grand Prix de magie, ça existe. J'ai gagné le Grand Prix de magie de Monaco en 2004. Et avec ce numéro-là, j'ai fait pas mal de télévision, j'ai fait Patrick Sébastien, Drucker, enfin toutes les grandes télés françaises. Et j'ai fait ce numéro-là qui est juste un pur numéro visuel dans plus de 58 pays, je crois. Et donc on m'a dit, fais ce numéro-là pour créer un effet waouh à la fin de la convention. Mais il voulait juste que je fasse le numéro.
Et moi, je leur ai dit, mais comme votre convention, c'est sur la vision d'entreprise, moi, ça m'intéresserait de vous parler aussi de mon parcours et de montrer ce que c'est que de concrétiser une vision. Parce que voilà, moi, rien ne me destinait à me retrouver devant vous aujourd'hui en train de faire ce numéro de virtuosité technique. C'est un numéro de manipulation de cartes que je fais toujours d'ailleurs. De temps en temps, beaucoup moins, mais je le fais encore. Et donc, on m'a dit, mais c'est cool, c'est bien, ça nous plaît. Et là, j'ai travaillé avec la personne qui avait écrit la convention pour Leroy Merlin et qui m'a fait une espèce d'interview. Alors, j'ai d'abord fait mon numéro, et les gens font « Ah, génial », etc. Et après, je commence à ranger mes affaires, et là, il commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu magicien, d'où tu viens, etc. Comme quand tu es en train de le faire ensemble, on l'avait plus mis en scène. Et après, c'était surtout, j'ai commencé à expliquer ce que c'était qu'une vision, comment concrétiser une vision, et comment moi, la vision d'adolescent que j'avais de devenir illusionniste, c'est devenu une réalité, et qu'est-ce que ça m'a demandé en termes de ressources personnelles pour pouvoir arriver à concrétiser cette vision. Et là, j'ai commencé, tu vois, alors ça a eu un impact assez conséquent. Je me suis très bien entendu avec la personne qui a écrit la convention, et c'est lui qui a commencé à me dire, écoute, moi je fais beaucoup de conventions pour des grands groupes, et notamment le groupe Mullier. Et il m'a dit, écoute, ça serait intéressant qu'on continue à travailler ensemble. Et là, il me faisait faire des petites scénettes de 10-15 minutes avec lui à chaque fois, 2 ou 3 fois dans la convention. Et là, je prenais la parole et je faisais passer ces messages avec ma façon de les faire passer. Et c'est là que j'ai commencé à devenir conférencier, en fait. Ah, c'est hyper intéressant. Voilà. Comme processus quelque part, et on commence à faire le lien entre tes sujets et les miens, ce qui m'amène la question suivante. En quoi, selon toi, la magie, l'illusionnisme, ou peu importe le nom qu'on va lui donner, peut apporter à l'expérience client? Alors, l'expérience client, c'est devenu un sujet stratégique en entreprise, on le sait tous. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça suite... alors c'est un concours de circonstances, parce que les conférences que je faisais au début, c'était plutôt sur la perception de la réalité, sur comment la réalité peut être malléable, comment les choses qu'on croit être vraies ne sont pas forcément vraies, etc. Comment changer de perspective. Et puis, je me suis rendu compte quand même qu'un illusionniste, c'était un performeur. Un performeur, il est là pour délivrer un résultat, il est là pour être efficace en un très peu de temps, il est là pour moi, changer l'état émotionnel d'une salle et faire vivre une expérience, justement, à un public ou à un petit comité, si on a un petit comité. On m'a demandé d'intervenir pour parler de plus en plus sur la persuasion, la force de la perception et la performance. Donc ma deuxième conférence, c'était perception et performance. Comment, en modifiant nos perceptions et les perceptions de l'autre, on peut créer une performance. Qu'est-ce que la performance ? Pourquoi c'est important de changer l'état émotionnel de l'autre dans le cadre de la relation client notamment. Comment être plus persuasif grâce au fait qu'on change les perceptions de l'autre. Et de fil en aiguille, j'ai commencé de plus en plus à travailler pour des conventions de commerciaux et surtout des marques de luxe. Et au fur et à mesure, on m'a demandé d'intervenir un jour pour l'Association française de la relation client, la FRC, et ils m'ont dit est-ce que tu pourrais expliquer ce que tu fais, puisque toi tu crées un effet waouh, et comment tu pourrais nous expliquer en quoi l'effet waouh que tu crées, c'est un peu le même effet waouh que chacun cherche à créer avec son produit ou son service. D'accord. Et moi, j'ai été décortiquer l'effet waouh. Je me suis dit, tiens, ce que je fais moi, ce que je fais vivre dans la tête des gens, l'émotion ou les émotions que crée un effet de magie, qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que cet effet waouh-là, il est transposable ? Donc là, c'est là où je me suis dit, avant de raconter des choses, autant les raconter bien. Et là, j'ai repris un cursus de formation à l'ESSEC, où je me suis formé au neuromarketing, en executive education. Et là, je me suis vraiment intéressé de très très près à ce que c'est que l'émotion, pourquoi l'émotion est importante. Et en fait, l'effet waouh, c'est simplement une agrégation de 3 émotions. Dans le prisme que moi j'ai décidé d'en savoir un petit peu plus là. Oui, bien sûr. 3 émotions pour moi qui sont incontournables si on veut créer un effet waouh. Et je me suis rendu compte qu'un effet de magie va forcément créer ces 3 émotions-là. Je me suis dit, tiens, et si ces 3 émotions-là, on les transposait au milieu du luxe, si on les transposait au milieu de n'importe quel retail, de n'importe quel commerce de détail, si on le transposait à l'hôtellerie, qu'est-ce que ça veut dire ? Au commerce de voitures, ça veut dire quoi ? Et je me suis rendu compte que les meilleurs vendeurs, ou les expériences 4, 5 étoiles ou luxe, elles vont forcément créer ces 3 émotions. Elles le font peut-être pas de façon, on va dire,
Consciente consciente. ou étudiée, réfléchie, Exactement. oui. Et là, moi, ce que je propose, ce que j'ai tiré de plusieurs études scientifiques et de ma formation à l'ESSEC, c'est que j'ai réussi à condenser l'effet wow en 3 émotions. Et ces 3 émotions-là, elles sont pour moi constitutives de l'effet waouh au sens large. Et si elles sont présentes dans l'expérience client, elles vont permettre de magnifier l'expérience client. Pourquoi? Et là, je vais simplement donner une définition que je donne dans ma conférence, mais qui est très importante. C'est que, voilà, on parle de l'expérience client, mais on n'arrive pas vraiment à la définir. Et il y a un grand institut qui s'appelle l'Institut Forrester Research qui fait des recherches sur l'expérience client en Angleterre. Et j'ai eu la chance un jour d'assister à une conférence du directeur de Forrester Europe. Et j'ai modifié quelque peu sa définition, mais il disait que c'est quoi l'expérience client et pourquoi c'est important de connaître le parcours client. Voilà, parce que c'est indissociable, les deux ne sont pas dissociables. Ouais, je suis d'accord. Le parcours client, c'est comment un client va entrer en contact avec la marque, et du moment où il a connaissance de la marque, soit par une publicité, soit par un site internet, jusqu'au moment où il va commencer à rentrer en interaction avec le site ou une personne ensuite qu'il va appeler, ou un point de vente, ou après rentrer dans l'endroit et après être en relation avec quelqu'un, tous ces points de contact avec la marque vont définir le parcours client. Et à tous ces points de contact, eh ben, il faut pouvoir et savoir créer, pour moi, au moins 2 ou au moins une des 3 émotions de l'effet waouh. Si on veut faire du luxe, pour moi, il faudrait plus 2 ou 3, ou même les 3. Mais donc, parce que, en fait, l'expérience client, c'est un jeu de somme. Mhm. En fait, c'est la somme de toutes les perceptions que l'on a. On a des perceptions conscientes et inconscientes, de détails, de micro-détails. Un être humain, dès qu'il ouvre les yeux, qu'il a ses oreilles qui se baladent, ben, il entend des sons, il voit des choses, il sent des choses, il ressent des choses. Ça, c'est les perceptions. Donc, c'est un assemblage de perceptions et d'émotions, justement, qui vont être créées par nos perceptions, qui, à la fin, vont créer un ressenti final global, à la fin du parcours client, qui va être ce qu'on appelle l'expérience client. Et l'expérience client, c'est la somme, c'est l'agrégation de toutes ces perceptions et toutes ces émotions qui, au final, vont créer un ressenti global qui va être l'expérience du client par rapport à la marque ou par rapport au lieu ou par rapport à l'expérience au sens large, perceptuelle et émotionnelle qu'il a eu dans tout son parcours client. Plus on a de perceptions positives et agréables, plus on a d'émotions agréables et positives, plus le jeu de somme va être proche de 100. D'accord, ouais. Et plus on va vouloir réitérer l'expérience ou revenir. Mais je vais pas commencer à entrer dans les neurosciences tout de suite. Mais en gros, si tu veux, voilà, l'expérience client, c'est une somme de perceptions et d'émotions qui crée un ressenti final global qui est l'expérience client. D'accord. Et donc il y a combien d'émotions différentes qui rentrent dans cette expérience, dans ce parcours-là? Alors, il y en a, pour moi, il y en a 3 qu'on doit aller chercher systématiquement. Oui. 3. Alors, autre chose, justement, avant de vous les donner. Pour ceux qui ne le voient pas, Voilà, je le décris, je suis pendu à tes lèvres depuis tout à l'heure. Je me dis, là, je suis en train d'apprendre des choses d'une autre manière. Je suis très, très impatient d'en savoir plus. Ah oui, puis on va parler aussi de ton TED Talk que moi j'ai vu et que j'ai passé à mon filtre. C'est très intéressant. Je pense que tous ceux qui l'ont vu et qui ont écouté ton podcast, ça serait bien qu'ils aillent le revoir après ce podcast-là. D'accord, oui. Et qu'ils le passent au filtre comme moi je donne, parce qu'il y a beaucoup de... Justement, les 3 émotions dont je parle, elles sont très présentes. Alors, avant de les donner... faire passer à la moulinette, mais c'est très très bien. J'aime le challenge. Alors, avant de vous donner les 3 émotions, alors, c'est pourquoi les émotions sont importantes, pourquoi ce jeu de somme il est important. Donc là, je vais vous donner un tout petit peu de neurosciences. Tout simplement parce que l'émotion forte et agréable et l'émotion forte et désagréable, elles ont la même conséquence. C'est qu'elles vont créer la production d'adrénaline qui va se balader dans le corps et qui ensuite va faire en sorte que dans le cerveau, on va créer un marqueur de la mémoire à long terme. D'accord. Plus l'émotion est forte et agréable, ou l'émotion est forte et désagréable, plus on va impacter la mémoire à long terme. Et on va créer ce qu'on appelle un marqueur somatique. Un marqueur somatique, c'est quelque chose qui va devenir inconscient, parce que c'est dans notre mémoire à long terme, mais qui va nous permettre de prendre une décision. Deuxième fait neuroscientifique, une décision se prend émotionnellement et se justifie logiquement ensuite dans la plupart des cas. Oui. S'il n'y a pas d'émotion, on ne peut pas prendre de décision.
Généralement, quand tu vas prendre une décision, tu as une espèce de dialogue interne qui se passe, tu repasses en revue des images très furtives, très rapides, de façon parfois consciente ou inconsciente. Et à la fin, tu as cette espèce d'intuition qui dit « Ah bah oui, je veux ça finalement », ou je rentre ici, j'aime bien », ou j'achète ça, ou j'aime bien cette personne. Mais tout ça, c'est fait parce que, en fait, tes marqueurs somatiques sont bons ou pas bons. S'ils sont pas bons, par exemple, tu prendras pas la décision d'y aller. Mais donc tout ça pour dire que plus on a d'émotions dans le parcours client qui sont fortes et agréables, plus la décision d'acheter ou de ne pas acheter, de revenir ou de ne pas revenir, elle va se faire dans le bon sens ou dans le mauvais sens, en gros. Donc c'est pour ça que les émotions sont extrêmement importantes, c'est pour ça qu'elles doivent être D'accord. dans le parcours client. Quelles sont ces 3 émotions? Puisque là je vous tease depuis tout à l'heure. Eh oui. Donc ces 3 émotions, je les sors pas de mon chapeau, même si je suis magicien, elles viennent de plusieurs études, mais notamment un scientifique américain qui s'appelle Carol Izard, qui a placé des capteurs sur les têtes des gens, et qui leur a montré des centaines de photos et des petits films d'émotions diverses et variées, et il a mesuré ce qu'on appelle le degré de saturation physiologique. Quelles étaient les émotions les plus engageantes, parce que l'émotion crée un tumulte biochimique dans le cerveau, D'accord. et donc quelles étaient les émotions les plus engageantes en termes neurobiologiques. Et donc les 3, positives, agréables et plus engageantes, sont la surprise. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif, d'agréable, que je n'attendais pas? Oui. Est-ce que la valeur que je reçois est supérieure à la valeur que j'attendais? Est-ce qu'il y a une attention qui dépasse mes attentes? En gros, est-ce qu'il y a un truc en plus? Là, dans mon métier, déjà, ça fait écho à beaucoup de choses, ce que tu dis là. Et donc, on peut surprendre de plein de façons. C'est pas seulement en faisant des cadeaux, mais on peut surprendre en écoutant plus quelqu'un. On peut surprendre avec plus de sourire. En gros, pour moi, la surprise, c'est alors plus de valeur. Oui, alors le cadeau, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est déjà quel est le plus humain. De plus en plus, pour moi, c'est quel est le plus humain. Et le plus humain, voilà, c'est dans les métiers que toi tu fais, c'est sourire, accueil, écoute. Déjà, ces 3 là. Alors oui, c'est des basiques de chez basiques. Mais dans le monde dans lequel on vit, et quand tu vas dans des restaurants à Paris, des fois, quand tu rentres et que tu vois que le serveur, il a le sourire, qu'il fait une petite blague, et puis qu'il t'assoit en étant hyper sympa, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, t'as pas l'habitude. Et, Ouais, donc, c'est vrai. et donc, tu es surpris, parce qu'il y a un plus humain. Si en plus, par exemple, il t'apporte un petit amuse-bouche que tu n'attendais pas, même si c'est pas un grand restaurant, où il t'apporte un apéro gratuit, boum! Là, ta mémoire, encore une fois, elle est impactée, et donc, ça déclenche la production d'adrénaline, et ça va commencer à marquer ta mémoire à long terme. Donc la surprise, très important. Dans le lien, je te donne aussi un lien vers un article d'Harvard Business Review. Ouais, plaisir. Donc Harvard qui n'est pas n'importe quoi, on va dire. Et donc Harvard, il publie un article depuis 2011 qui s'appelle « La surprise, votre meilleur allié en marketing ». Et l'auteur donne un tas d'exemples. Alors, il ne le donne pas dans le contexte dans lequel nous on est, mais il te montre que la surprise, justement, est addictive, que la surprise permet de créer des liens, que la surprise renforce la passion, et donc que la surprise, dans le cadre de la relation client, est un ingrédient essentiel que l'on peut et que l'on doit aller chercher de plein de façons différentes. Voilà. D'accord. Ouais, Salon de coiffure, par exemple, quand tu vas dans un salon de coiffure et qu'on t'offre le café, ben, tu t'y attends pas forcément. C'est un truc en plus. Si on te l'offre avec le sourire et puis qu'en plus la personne est agréable depuis le début, tes marqueurs somatiques vont commencer à être en ébullition et donc tu vas avoir envie de revenir dans ce salon-là parce qu'il y a un truc en plus en gros. Mais donc ça veut dire, si je vais dans ta direction, qu'une fois habitué à ce café dans mon salon de coiffure, il y a moins l'effet de surprise et donc il y a moins ce côté mémoriel en fait, impactant dont on bénéficie en premier lieu finalement. Oui, mais après tu reviens parce que tu sais qu'il est là aussi. Et comme tu sais qu'il est là, bah, tu auras plus là que dans un autre endroit parce que tu sais que dans l'autre endroit il y sera pas. Bon, tu reviens aussi. Ce qui était un effet de surprise en premier lieu devient finalement un standard de service par exemple, dans un second temps. Par exemple. Et puis après, libre à la personne qui t'offre le café de trouver quelque chose en plus. Tout à fait. Aussi, par exemple, s'il y avait quelque chose en plus, exceptionnellement, un jour, elle peut t'offrir 3-4 macarons. Oui. Et boum, ça c'est encore un truc en plus que t'attendais pas. Il faut pas, en fait, faut pas être dans la surenchère en permanence. Mais il faut se dire que on fait un truc en plus qui te coûte pas forcément très cher. C'est ce que disait l'article de Harvard Business Review. Hein. C'est pas forcément la valeur, c'est simplement le fait qu'il y ait quelque chose d'offert et que ce soit et que c'est l'intention de le faire qui est intéressante. D'accord, je vois. Deuxième émotion qui est très importante et qui peut aussi surprendre parce que
elle va déclencher ces deux émotions-là. Enfin, cette émotion-là, elle est ambivalente, mais dans le bon sens. Elle est à la fois surprenante et elle est aussi très importante pour le fait que la deuxième émotion, c'est l'intérêt. Intérêt / empathie. L'intérêt, c'est est-ce qu'on s'intéresse à moi en tant que personne? D'accord. Est-ce qu'on me considère, moi, en tant que personne? Est-ce qu'on me connaît? Est-ce qu'on me montre qu'on me connaît? Est-ce qu'on me donne des détails sur moi? Est-ce qu'on me montre qu'on se souvient de moi? En gros, en programmation neurolinguistique, en PNL, on dit que chacun est porteur d'un univers, de son modèle du monde, et tant qu'on n'a pas montré à quelqu'un que l'on connaît son modèle du monde, on ne créera pas l'émotion de l'intérêt / empathie. En gros, quand tu montres à quelqu'un que tu le connais, ou que tu as envie de le connaître, en lui posant des questions précises, ouvertes, justement, tu vas rentrer dans le monde de l'autre, et rentrer dans le monde de l'autre, et lui montrer ensuite, lui restituer des détails sur lui ou sur elle, va déclencher cette émotion. Ah, tiens, quelqu'un qui se souvient de moi. Ah, tiens, quelqu'un qui me connaît. Ah, tiens, quelqu'un qui sait qui je suis. Ah, tiens, quelqu'un qui sait que j'aime ça. Ah, tiens, quelqu'un qui se souvient de ce détail-là. Et donc, ça va créer l'émotion de ah, voilà, je suis considéré en gros. Et en plus, ça me surprend parce que je m'attendais pas à ça. Donc, l'empathie est pour moi l'intérêt. Est-ce que j'arrive à considérer la personne comme étant un univers à part entière? Va jouer sur la fibre émotionnelle de l'empathie. On va créer l'émotion de l'empathie. Mais en plus, ça peut être surprenant de le faire parce qu'on ne s'attend pas à ce niveau-là de restitution de l'univers de l'autre. Ce que tu expliques très bien dans ton TED Talk. Ouais, c'est très drôle. Okay. Donc voilà. Dans les palaces, ils sont très coutumiers du fait, mais voilà, comment on va aller chercher le détail à ce point-là. Moi, par exemple, il y a un hôtel dans lequel je vais souvent, je te raconterai une expérience tout à l'heure, mais dans cet hôtel-là, j'y ai passé un certain temps, mais quand je reviens, la plupart du staff m'appelle par mon prénom ou par mon nom. Ouais. Et ça, c'est une marque d'intérêt, et donc ça déclenche chez moi l'émotion d'intérêt. Ah, on s'intéresse à moi, on se souvient de mon nom, de mon prénom. Et en plus, c'est surprenant parce que moi, je ne m'y attendais pas. D'accord. Il y a une autre anecdote que moi j'aime bien raconter, c'est que j'avais fait l'ouverture du magasin Vuitton sur les Champs en 2005. D'accord, et il y avait j'avais vu une dame qui se faisait interviewer, c'était passé sur Paris Première. Une dame se faisait interviewer à la sortie du magasin, elle dit mais j'ai jamais vécu ça, c'était extraordinaire. Je suis vraiment sur un nuage. Et on lui dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle dit écoutez, et c'était pas parce qu'elle avait acheté un super truc, tu vois, un sac à 50 000 euros, ouais. Peut-être, hein, mais c'était même pas ça, quoi. Et cette dame était hollandaise. Donc elle avait un nom, je suppose, à rallonge, et les noms hollandais, ils ont écrit des syllabes pas possibles, très compliquées pas simple à prononcer. Voilà, à prononcer pour un Français ou un étranger, quel qu'il soit. Et elle a dit, écoutez, le magasin est superbe, j'adore ce que j'ai acheté, mais il y a quelque chose qui m'est jamais arrivé dans un autre magasin. De luxe. Ou ailleurs. Elle a dit, c'est la première fois qu'on prononce mon nom correctement. Ouais, c'est amusant. C'est génial. Et je suppose que, voilà, dans le protocole, tu sais, on remet le sac avec la facture, etc., dans une belle enveloppe, et on dit merci Madame X d'être venue chez nous, nous sommes ravis de vous servir, etc., une prochaine fois, etc. Il y a un protocole de remerciement. Bien sûr, oui. Et je suppose que le vendeur, lorsqu'il a pris la carte bancaire de la dame, et qu'il a vu le nom sur la carte bancaire, il s'est dit oh putain, comment je vais lui dire, comment je vais l'appeler par son prénom, je sais pas comment le prononcer. Mais t'imagines la démarche, c'est-à-dire que voilà, pour moi cette personne-là, elle a une culture client. Quand on parle de culture client, pour moi c'est ça aussi. C'est tiens, par mon comportement ou par mon action, quelles conséquences ça va avoir sur la perception que le client a de moi et qu'est-ce que ça peut créer chez lui ou chez elle. Et là, lui, il a eu le réflexe de se dire le nom à rallonge, comment je vais faire le protocole d'au revoir. Ouais, et donc je suppose qu'il a pris son téléphone ou qu'il a été demandé à ses collègues dans le magasin Vuitton, il y a toutes les nationalités. Il dit, tu connais pas quelqu'un qui parle hollandais? Il a dit, ok, voilà, je te montre ce nom-là, comment ça se prononce. Phonétiquement, décris-le-moi. Et donc, il a pu avoir ce réflexe qui a déclenché l'émotion de l'intérêt et de la surprise. Là, il y a eu les deux, tu vois. Puisqu'elle s'attendait pas, parce que ça lui est jamais arrivé. Donc, il a dépassé une attente. Et comme c'était son nom qui était bien prononcé, c'est moi, c'est mon univers, on s'intéresse à moi, et tout d'un coup ça résonne. Et tu vois, c'est con, ça a duré 5 secondes.
merci madame, tac. Mais c'est génial d'avoir ton retour et ce ressenti parce que quand je transpose à moi mon milieu, ou quelque part dans l'hôtellerie de luxe, c'est quelque chose qui est censé être normé, en fait, c'est un standard, on est obligé d'appeler les clients par son nom et correctement. Nous, c'était quelque chose qu'on travaillait en briefing. Moi, je me D'accord. souviens d'animer des briefings où, quand il y avait des noms compliqués, on les répétait. Ou dans les notes du profil, on écrivait comment le prononcer pour être sûr de ne pas se tromper et de le prononcer correctement. Donc, parfois, quand il y avait un doute, la première fois, on demandait au client comment est-ce qu'il souhaitait qu'on prononce son nom, parce qu'avec la même orthographe, on peut prononcer d'une manière Bien sûr. différente, de plusieurs manières différentes. Et ensuite, on s'assurait que tout le personnel, à chaque briefing, on répète la façon dont ça devait être prononcé. On allait dans ce niveau de détail. C'est Bien amusant sûr, bien que sûr. toi, tu expliques côté client, finalement, l'effet que ça peut produire et pourquoi. Et à contrario, si on prend un 180 degrés et qu'on va... J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps pour un bailleur social, donc Oui. qui a un logement type HLM. Donc on est sur le contraire du luxe, on va dire. Enfin, on n'est pas dans le même univers. Mais eux, ils ont des réclamations aussi. Il y a des gens qui payent leur loyer, qui ont des réclamations, qui appellent parce qu'il y a une panne, etc. Et ils se sont rendus compte que lorsque les personnes appelaient le responsable de site, donc ils ont un CRM, ils ont tout digitalisé, mais quand la personne appelait avec le téléphone qui était enregistré dans le CRM, le nom de la personne n'apparaissait pas sur l'écran de la personne qui répondait. Mmh. Et là, moi, je leur ai dit, on s'en est rendu compte parce que j'ai fait un workshop avec eux, j'ai fait travailler sur les émotions. Et je leur ai demandé comment ça se passait quand des gens faisaient des réclamations, et je leur ai demandé ça. Je leur ai dit, est-ce que quand la personne appelle, et encore plus elle n'est pas contente, par exemple, est-ce que vous l'appelez par son nom et par son prénom? Ou juste par son nom? Bonjour Madame Clac. Et si ça commence comme ça, déjà, tu vois, t'as la marque de considération, pour moi, c'est pas juste de la considération parce qu'il faut être poli, mais la marque de considération va déclencher l'émotion de on me connaît, on s'intéresse à moi, on sait que c'est moi qui appelle. Et là, quand je parle de digitalisation, quand je parle de CRM aussi, mais ça va pour tous les business. Un CRM, pour moi, s'il est bien renseigné, ça sert à ça. Ça sert au moment où la personne appelle, de lui restituer des infos sur le parcours qu'elle a eu avec nous. Ah bonjour, vous nous appelez, ravi de vous retrouver, je sais que vous nous avez appelé il y a quelques semaines. Ah ben je vois que vous avez acheté ça, comment ça se passe? Tu vois, le fait de restituer quelques petits trucs à la personne sur ce qu'elle a vécu déjà avec nous, même si c'est pas des grandes choses, elle va dire ah bah tiens, voilà, enfin quelqu'un qui sait d'où je viens, qui je suis et qui va peut-être me faire gagner du temps. Voilà. Tout à fait, ouais, je suis complètement Et d'accord. un CRM bien rempli, ça sert pour moi à créer des marques de considération et ensuite, et parce qu'on le fait, à déclencher l'émotion de l'intérêt, ou même de la surprise. Je donne un autre exemple tout à l'heure, parce qu'il faut que je finisse avec la troisième émotion. Oui, ce que j'allais dire, si j'ai bien suivi, normalement, il y a deux émotions. Donc, j'ai noté la surprise. Ouais. Tu as parlé aussi de l'intérêt, ce que j'appelle la reconnaissance. Ouais, exactement. Mais en effet, c'est vrai. Considération. L'empathie qui va avec. Et donc, quelle est la troisième émotion? Alors, la troisième émotion, elle paraît un peu contre-intuitive, mais c'est la joie. D'accord. La joie, c'est pas seulement je rigole, la personne est sympathique, je suis content. La joie, pour moi, c'est quand tu arrives à te dire, dans l'expérience que tu vis, tout va bien, tout est fluide, je ne me pose pas de questions. Mhm. Je ne fournis pas d'efforts pour obtenir ce que je veux. Et là, on se sent bien. Il y a une espèce de relâchement, c'est « Ah, enfin, je me sens bien. Ah, enfin, je n'aurai pas à redemander ou à expliquer ou à réexpliquer ce que je veux pour obtenir ce que je veux. » Ou « Ah, j'arrive à la réception, boum, je mets 30 secondes pour qu'on s'occupe de moi parce que quelqu'un m'a vu sur le côté et s'est occupé de moi et est venu me faire sortir de la file pour me prendre en charge. » En gros, et ça vient encore des neurosciences, mais ça vient d'un ce qu'on appelle un renforceur primaire du cerveau, qui est très bien expliqué dans le livre qui s'appelle Le Bug Humain, que je vous conseille radicalement parce que c'est un livre absolument brillant et qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Alors je savais déjà que le fait de ne pas fournir d'efforts, c'était... en fait, c'est un des buts primaires du cerveau. Un des buts primaires du cerveau, c'est de ne pas fournir d'efforts. Ok. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement c'est pas qu'on est feignant. C'est que tout ce qui va minimiser ce qui est perçu comme une dépense énergétique va être privilégié par le cerveau. Parce qu'on vient notre cerveau, il n'a pas évolué depuis des dizaines de milliers d'années. On pense qu'on est des gens extrêmement intelligents, ce qu'on est à des degrés divers et variés, mais on reste des êtres assez primaires, oui, assez basiques. Il faut quand même l'accepter. Pour moi, il faut déjà accepter ça. Et donc, minimiser la dépense énergétique,
c'est quelque chose que le cerveau aime. Et tout ce qui va être perçu comme un effort, tout ce qui va être perçu comme ce qu'on appelle dans l'expérience client frictionnel, va pour moi faire baisser le curseur de la joie qui est tout va bien, tout est fluide, je ne me pose pas de questions, je ne fournis pas d'efforts. D'accord. Et plus la personne sera accompagnée, plus elle va se sentir guidée, et moins elle aura à fournir d'efforts pour obtenir ce qu'elle veut, à des degrés, tu vois, petits ou grands. Oui. Plus le curseur de la joie va augmenter. D'accord. Et enfin, tu as employé ce terme d'ailleurs, mais pour moi, c'est en effet la fluidité du service. C'est ça, de mon la point de vue fluidité. hôtelier, voilà. Mais Ouais. quand on parle de fluidité, c'est parce que lorsque c'est fluide, la personne se laisse embarquer, et la conséquence de laisser s'embarquer, c'est je ne fournis pas d'efforts. Et Effectivement. le cerveau primaire fait génial, je vais pas bosser, quoi. En gros. Je peux rester sur mon mode économie. Exactement. Par exemple, donc tu donnes l'exemple de l'hôtellerie, il y en a plein dans l'hôtellerie, hein. Je donnerai aussi des exemples que moi j'ai vécu, des bons et des mauvais. Ouais. Mais par exemple, dans tous les services clients que tu fréquentes et que nous fréquentons tous, de la téléphonie aux achats en ligne, on ne supporte plus d'attendre plus de 2 ou 3 sonneries avant qu'on nous réponde. Ça c'est certain. Et dès que tu commences à avoir 5, 6, 7, 8, 10 sonneries, et la musique qui tourne en boucle, et nous sommes ravis de vous servir. Non, tu dis, sûrement, ouais. Mais là, tu vois, là, on est dans une dépense énergétique qui, je dois attendre. On me dit pas, alors quand on te dit pas, alors voilà, pour réduire la friction, on te dit, votre appel sera pris dans 4 minutes. Et là, ça réduit la friction, parce qu'on sait quand l'attente va être finie. Mais si tu as 10, 15 sonneries, et qu'en plus on te dit pas quand ton appel va être pris, là, tu fournis un effort, tu dépenses ton temps, tu dis quand est-ce que ça va se passer, tu te poses des questions, et là, le curseur de la joie, il baisse, la fluidité, elle est éreintée, et donc ton expérience, ton marqueur somatique, il va commencer à être négatif. D'accord. Et là, tu vas associer le service client de cette marque-là à, en fait, les mecs qui sont pas staffés, ou les mecs qui s'en foutent de l'attente, ou ils n'ont pas compris que moi, j'ai pas envie d'attendre. C'est intéressant. Quand je suis dans un 4 étoiles et que j'appelle la réception et que personne ne décroche au bout de 15 sonneries et que je suis obligé de raccrocher, de recommencer et de rappeler, là, ça rentre dans la friction. Et moi, je trouve que c'est pas acceptable quand tu fais du 4 étoiles. Ou alors, on te dit, on est busy, ou tu as un répondeur qui se met en route, qui dit, voilà, la réception est occupée, nous reviendrons vers vous le plus rapidement possible. Ou appeler ce numéro-là, voilà, en ce moment, on peut pas. Mais où quelqu'un décroche, je vous rappelle, dans 2 minutes, on est vraiment débordé, il y a trop de gens qui sont arrivés. Je sais pas, au moins, tu me le dis. Parce qu'en fait, le cerveau, il veut 2 choses. En fait, le cerveau, il veut une information. Un client, il veut tout le temps une information. Il veut savoir des trucs, mais il veut l'information. Si tu peux pas lui donner l'information, il faut lui dire quand est-ce qu'il l'aura. Oui. Mais si tu lui dis ni l'un ni l'autre, et tu lui dis pas quand est-ce qu'il l'aura, tu crées de la friction et tu fais baisser le curseur de la joie. D'accord. Donc voilà la troisième émotion. Et dans le bug humain, il explique ça. Il explique exactement que, voilà, on cherche en permanence à minimiser l'effort. Alors, je dis minimiser l'effort, c'est parce que notre capital énergétique dans le cerveau, il est assez limité. Le cerveau, il carbure au glucose, il a une certaine dose qui a sa disponibilité tous les jours, et prendre des décisions, faire des efforts, c'est taxant. Et donc, le réflexe primaire, le réflexe instinctif, le réflexe de la préhistoire, en fait, c'est que l'énergie n'est pas illimitée, et donc on doit faire attention à ne pas toute la bouffer. Et c'est encore très présent dans notre cerveau. Là, c'est intéressant de faire ce lien entre l'histoire, le moderne et oui. les neurosciences et des réactions finalement assez basiques de moi Bien qui sûr. m'énerve quand j'appelle un standard téléphonique. Voilà. Donc, en fait, pour moi, j'ai travaillé pour une compagnie aérienne, pour la classe business et la classe affaires. La classe affaires et la première classe. Et je leur avais dit, on va regarder le parcours client, et à toutes les étapes du parcours client, à tous les points de rencontre avec la marque, comment on va plus surprendre vos clients, où est-ce qu'on peut les choper sans qu'ils s'y attendent, qu'est-ce qu'on pourrait leur fournir en plus qu'ils n'attendaient pas, comment on va montrer plus d'empathie, plus d'intérêt, plus de connaissance du client à ce point de rencontre-là, et comment on va minimiser l'effort à toutes les étapes. Voilà, la digitalisation des billets d'avion, enfin tout ce qui fait qu'on fluidifie, qu'on enlève un effort pour obtenir quelque chose, fait que la perception de ton parcours et on va dire ton impact sur ta mémoire à long terme, puisque l'émotion va être créée, va impacter ta mémoire à long terme, va être conséquent.
Bien sûr. Quand tu commences à parler comme ça, c'est là où j'ai l'impression que justement on fait le même métier, où tu parles de ce parcours client qui va traverser et toucher des fameux points de contact. À Ouais, chaque fois, on va dessiner finalement des signatures de service pour exact. l'impacter le plus possible, Ouais, en ayant un service fluide pour justement ne pas le charger négativement. Et c'est finalement le cumul de ces points de contact qui va faire son expérience globale. exactement. Et cette expérience globale, si tu veux, elle est quasiment inconsciente. Mais si tu arrives dans un endroit, déjà sur le site web, tu navigues, c'est compliqué, tu n'arrives pas à trouver la Bien sûr. réservation. Et au niveau de la réservation, il y a un bug. Bon, ok, très bien, tu passes outre. Après, tu arrives, le portier ne calcule pas, ou dit pas bonjour, il a pas le sourire. Bon, ok, très bien. Tu rentres à la réception, il y a l'accueil, il y a personne qui s'occupe de toi, il y a personne qui vient te voir, ok, on est un peu busy, ça sera fini dans 10 minutes. Bon, si on prévient pas. Et déjà ça, dans les quelques premiers instants, et si ça se passe comme ça, des fois dans des 5 étoiles, ça peut se passer comme ça, parce qu'ils sont à la boue, ou parce qu'il y a eu un bug sur le site, mais s'il n'y a rien qui va compenser ça après et rapidement, la première impression, elle va se faire rapidement, et la première impression, elle est tenace, hein, Oui, malheureusement. absolument, oui. Et Tu on n'a connais cette pas, bonne voilà, vieille phrase, c'est vous n'aurez pas de seconde chance de faire une première bonne exactement. impression. Ouais. Donc c'est pour ça que euh, la fluidité sur un site et la fluidité de l'accueil et les impacts émotionnels, même sur le site, même sur... Tu vois, moi, par exemple, dans un 4 étoiles où moi, j'ai pris des billets, enfin, j'ai pris une chambre, le mail qu'on m'a répondu, je l'ai trouvé dégueulasse, entre guillemets. C'était un gros pâté, un gros paragraphe. Mais ils Ouais, peuvent pas me faire un joli mail avec une petite image en haut, et puis 5 lignes espacées qui sont jolies, parce que c'est un impact perceptif. C'est un truc que je complètement. vois. Et comme je le vois, ça, pour moi, ça va créer une perception. Est-ce que c'est Mmh, esthétique ou est-ce que c'est pas esthétique? ouais, je vois. Et je me dis, ben voilà. Et là, j'ai l'impression de recevoir un mail de garagiste. Ouais, ce qui est pas du tout acceptable Voilà. dans un 4 et encore moins dans un Mais 5 étoiles. tu vois, mais c'est des points de détail. Et après, tu Oui. vois, l'hôtel peut être génial, il peut y avoir des fleurs fraîches dans Et l'entrée à tous les l'inverse, jours. on peut être un garagiste et travailler ce sens du détail aussi et faire Exactement. une expérience client Exactement. exceptionnelle par ailleurs. Exactement. Ouais, Donc, ouais. pour moi, et pourquoi l'effet waouh? Alors, euh, pourquoi ça crée un effet waouh, la surprise, l'intérêt, la joie, et voilà, pourquoi moi dans la magie c'est ce que je cherche aussi, et pourquoi la magie pour moi elle le crée, et pourquoi c'est magique de créer ces trois émotions. Ben, un magicien, généralement, il va dépasser tes attentes, il fait toujours un truc boum que t'attends pas, il y a quelque chose qui apparaît là où tu l'attendais pas. Généralement la magie ça cherche à être esthétique, c'est plutôt joli, il y a un rapport esthétique aux choses qui est surprenant. Ensuite, pour moi, l'intérêt, c'est qu'un illusionniste, il ne peut pas créer d'effet de magie s'il ne se met pas complètement à la place de la personne qui est en face de lui. Ouais, ça c'est vrai. Nous, on ne peut pas déjouer la perception de l'autre si on ne perçoit pas comme Mm. l'autre. Donc moi, je me suis rendu compte que finalement, le magicien, il est constamment en train de se mettre à la place d'eux et de la perception de l'autre pour pouvoir créer son effet de magie. Mm. Et créer un effet, c'est pas seulement donné au magicien, mais nous, en tout cas, si on ne se substitue pas à la perception de l'autre, et je vous donnerai tout à l'heure 5 questions que moi je me pose pour être plus en empathie, et pour D'accord. surtout en empathie perceptive, mais pas que. Je pense que se poser ces questions même lors de briefing, moi c'est des questions que je laisse à mes clients quand je fais du consulting, je leur dis vous devez vous poser ces questions tous les jours, et à tous les points du parcours client. Mais je ne vous les donne pas tout de suite parce que je vais laisser un petit peu de teasing. Mais, mais donc voilà, donc Prestige jusqu'à la fin. l'intérêt, se mettre à la place d'eux, et surtout comprendre comment l'autre perçoit ce que tu lui proposes, ce que tu lui montres. Ouais. Et ensuite, ben, la joie dans l'expérience du magicien, un magicien, il s'entraîne beaucoup pour que les gestes soient fluides, pour qu'on ne voit pas les trucs, pour qu'on ne voit pas les ficelles, pour qu'on ne voit pas les objets cachés. Tout est caché, tout est amené dans une gestuelle qui est fluide, où rien, il n'y a pas de heurts visuels, il n'y a pas d'à-coup. Tout est travaillé pour que tu te laisses emporter et bercer, entre guillemets. Donc le magicien travaille Mm. beaucoup sa fluidité pour qu'on ne se ressente pas où sont les trucs. Et là, il y a cette notion de répétition quelque part pour Exact. travailler son art, se Bien développer. sûr. Et donc, Mm. dans l'hôtellerie, donc, moi, dans n'importe quel business, euh, quel est ton niveau d'entraînement pour que ton expérience soit fluide? Quel est ton niveau d'entraînement pour euh, calculer la personne qui est en face de toi? On peut pas, il n'y a rien qui est inné, hein. Alors oui, il y a des gens qui ont la fibre, il y a des gens qui sont plus empathiques On que peut d'autres, tous avoir des mais prédispositions, mais le fin mot, enfin, finalement, il faut tous qu'on travaille pour réussir à atteindre un degré exactement, d'excellence dans tout ce qu'on exactement. fait. Et par exemple, moi, Mm. les questions que j'ai qu'il faut vous poser,
C'est tiens, bah, aujourd'hui, comment je vais surprendre mon client? Qu'est-ce que je vais lui apporter qu'il n'attendait pas? Et on peut se poser ces questions. Moi, je dis, posez-vous là en briefing. Comment on va les surprendre aujourd'hui? Et puis là, ton staff donne des idées. Comment on va s'intéresser plus aux gens? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on va montrer qu'on les connaît? Ah bah aujourd'hui, tiens, voilà. Déjà, voilà, moi, il y a des standards, comme tu dis, ça vient des standards, mais c'est vrai que dans des hôtels, et même des 4 ou 5 étoiles, il y a des gens qui disent pas bonjour. Mais ça, vraiment, c'est des mauvais briefings. Tout le monde doit dire bonjour tout le temps. Dès que tu crois que quelqu'un que tu connais pas qui fait partie du staff, il te dit bonjour. Avec le sourire, c'est encore mieux. Et si en plus, le mec, il se souvient de toi de l'année dernière et qu'il t'appelle par ton nom, là, il va y avoir un truc qui va faire tilt. Et moi, ça m'est arrivé avec des gens du service, dans les couloirs, dans l'hôtel où j'ai été, j'y suis revenu 3-4 mois après, et au service à l'étage, il y a une femme de chambre qui m'a appelé par mon nom. Oui. Et qui m'a donné des nouvelles de mon chien, et qui a raccroché tous les wagons, et tu vois, et moi, je me dis... effet wow garanti. Ah ouais, mais là, voilà, là, il y a un truc que j'attendais pas. Donc... Et dernière question, comment on va fluidifier l'expérience de nos clients? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour leur rendre les choses plus faciles? Qu'est-ce qu'on a mal fait hier? Qui est-ce qui a une idée là-dessus? Et c'est pareil, l'engagement des collaborateurs. Moi, je dis, voilà, l'expérience client, c'est pareil, l'expérience client, elle ne marche pas sans l'expérience collaborateur. Mais dans l'expérience collaborateur, pour moi, c'est pareil. On parle de symétrie des attentions, qui est une notion assez répandue de plus en plus par l'Académie du service. C'est un sujet qu'on a très bonne notion. Travaillé avec Brice Dution, qui est un épisode précédent dans lequel génial. J'ai parlé du parcours collaborateur, parce qu'en fait, le parcours collaborateur, pour l'anecdote, était mon sujet de MOF. Et donc, j'avais contacté Brice, qui depuis est devenu un de mes invités du podcast, et il commence l'épisode en nous parlant de symétrie des attentions et du travail que lui a réalisé autour du parcours collaborateur. Bien sûr. Et donc, moi, je me suis inspiré par la suite. Et justement, dans le management, c'est pareil. Est-ce que nous, en tant que chef d'équipe, est-ce qu'on arrive à surprendre nos équipes? Est-ce qu'on leur apporte quelque chose qu'ils n'attendaient pas? Est-ce qu'on a un plus humain? Est-ce qu'on fait quelque chose qui est sympa et qui est au-delà de la moyenne? Et est-ce qu'on les... Voilà, en gros, quel est notre facteur surprise, nous, en tant que manager? Et est-ce qu'on fluidifie leur expérience à eux aussi? Mais évidemment. En tant que manager, est-ce que je m'intéresse à mes équipes? Est-ce que je leur montre que je les connais? Est-ce que je connais des détails sur eux? Sans rentrer trop dans la vie perso, mais simplement... Même sur des grosses équipes, appeler les gens par leur prénom, c'est la base, il faut que ce soit très rapidement fait. Mais les marques d'intérêt et de considération dans le management, elles sont très importantes aussi. Et surtout, si tu veux que tes équipes, elles surprennent les clients, qu'elles s'intéressent à eux et qu'elles fluidifient l'expérience, si toi, tu ne surprends pas tes collaborateurs, que tu ne t'intéresses pas à eux, que tu ne fluidifies pas ton expérience managériale, comment veux-tu que de l'autre côté, ça se passe? Complètement. Pas possible. Tu me donnes plein de sujets de réflexion et de futurs épisodes, donc je suis ravi et c'est très amusant de... Je pensais pas qu'on ferait en fait autant de parallèles et autant de liens finalement entre ton environnement et le mien. Et justement, je voulais te demander si à cette lumière, en plus de tout ce que tu nous as dit, il y aurait peut-être des conseils un peu actionnables dans l'hôtellerie-restauration liés à tout ce qu'on s'est dit jusque-là. Écoute, alors je vais donner un exemple. Donc, je parle c'est un hôtel dans lequel dans lequel je retourne souvent. J'y suis allé au premier déconfinement, je crois, au deuxième déconfinement, je sais plus. D'accord. Donc c'est un 4 étoiles qui est à Marne-la-Vallée, et je prends quelque chose qui s'appelle, j'ai voulu prendre une chambre sympa, une suite, et donc ça s'appelait l'expérience exécutive. Je trouvais que le rapport qualité-prix était sympa, la chambre était grande, et j'arrive à l'hôtel. Déjà, les personnes à la réception m'ont appelé par mon nom et par mon prénom. Je suis arrivé plus ou moins à l'heure que j'avais dit, donc ils m'ont dit vous êtes bien monsieur, etc. Donc ça c'était cool. Ensuite j'ai eu quelqu'un d'attitré qui m'a amené dans ma chambre et qui me dit voilà, dans cette chambre, quand vous avez choisi l'expérience exécutive, vous avez une demi-bouteille de champagne, vous avez une demi-bouteille de vin blanc et une bouteille de vin rouge. Ces bouteilles sont renouvelées tous les jours, c'est gratuit. Le minibar est gratuit, vous pouvez prendre autant de soft que vous voulez. Et si vous voulez aller n'importe où autour de l'hôtel, vous avez une Jaguar à disposition. Et c'est moi qui vous amènerai. Wow. Dans du carton, c'est surprenant. Donc c'est le package exécutif qui coûte quoi, 10-20% de plus qu'une chambre classique, si tu veux. Bien sûr. Ouais. Mais moi, quand je vois la attente complètement dépassée, puisque là, les trucs en plus, j'arrive déjà, j'avais le cadeau. Alors il y avait une petite corbeille de fruits aussi.
la demi-bouteille de champagne, le vin renouvelé tous les jours. Enfin, c'est demi-bouteille, mais en plus, c'est un bon Bourgogne, c'est pas du vin de merde. Et les softs, voilà, bon, sans exagérer, mais les softs étaient gratuits. Et le service de voiturier, dans un rayon de 10 km, t'appelles la réception ou t'appelles directement le concierge et donc il t'amène un coup de vue. Donc moi, j'avais déjà fait des 4 étoiles avant, mais là, voilà, là, en l'espace de 15 minutes, on m'appelle par nom et par mon prénom, je vais dans ma chambre, il y a une bouteille de champagne qui est offerte, j'ai la corbeille de fruits, et j'ai les trucs et j'ai le vin renouvelé toujours et les softs à volonté. Et ben, pour une première expérience, là, et l'accueil personnalisé, on m'amène dans ma chambre, on m'explique tout ça simplement, on me dit au revoir en me disant mon nom et mon prénom, ou juste mon nom. Et là, en l'espace de 10 minutes, si tu veux, mes marqueurs somatiques, ils sont plutôt dans le positif. Et donc, mon cerveau est bien impacté. Prédisposé déjà pour passer un bon moment. Totalement. Et donc, moi, en termes d'expérience et en termes de première impression, très très haut. Ensuite, voilà, dans ce même hôtel-là, tout le monde me dit bonjour, tout le temps. Au petit-déj, dans les étals, les femmes de chambre, tout le monde. Et il y a un truc qui m'avait choqué, mais dans le bon sens du terme. Je vais au petit-déj le premier jour. Le deuxième jour, je reviens. Et dans le petit-déj, il y avait, je sais pas, 150, 200 personnes. Et c'était la même personne qui était au petit-déjeuner. Et quand je reviens, il me dit est-ce que vous voulez que je vous place à la même table qu'hier, là? Génial. Parce que j'avais demandé une table un petit peu à l'écart pour pouvoir bouquiner. Parce qu'il y a pas mal de gamins. Il y avait 2 étages, mais il y avait pas mal de gamins en dessous. Moi, j'ai pris une table au-dessus. Et il se souvenait que je voulais être là-haut, quoi. J'ai pas redemandé, tu vois. Donc j'ai pas eu d'effort pour lui redemander, donc j'ai pas eu de friction, j'ai pas eu d'effort à fournir, donc je vois. Comme il se souvenait de l'endroit où j'étais, je dis ah putain, il se souvient de ça, donc là c'est de la considération. Et comme je m'y attendais pas, surprise. Et donc là, boum, remarqueur somatique et impact de la mémoire à long terme. Au spa, je vais au spa pareil. Voilà, toujours agréable, toujours le sourire, etc. Et ensuite, il me pose des questions aussi. Il y a quelqu'un qui me pose des questions, parce que moi, je vais à la salle de sport. Il me dit, tiens, vous faites quel sport qu'est-ce que vous allez faire sur les machines? Je vais vous montrer celle qu'il faut. Bon, et voilà. Quelques petites questions, mais qui vont permettre de moi d'améliorer mon expérience. D'accord. Ensuite, en termes d'horaire, le spa fermait à 22h, parce qu'il y a un horaire quand même un peu tard. Il ouvrait à 7h du matin, donc c'était bons horaires. Ça fermait pas tôt. Et toujours voilà, ce questionnement, cette façon de se renseigner pour que le service soit adapté à toi. Donc encore une fois, marqueur somatique. Je sors de la piscine et du sauna, et ensuite il y avait des produits Nux, qui sont des bons produits, qui étaient en testeur et à disposition, donc offerts. Moi je crois que c'était un display. Je dis, non, vous pouvez vous les prendre et vous les mettre sur la peau. Et tous les jours, c'était pas les produits les moins chers, hein. Mais à disposition. Donc c'est voilà, encore un truc en plus que j'attendais pas. Il y a plein de spas où il y a des produits qui vendent, mais là ils en mettaient 3-4 sur le comptoir et tu pouvais te mettre de la crème pour les mains, un truc pour les cheveux, un truc pour le visage, du sérum, des trucs chers. Hein. Mais voilà, là pour moi c'est une surprise. Je m'y attendais pas. C'est une valeur positive perçue supplémentaire. Et encore une fois, le prix que ça leur coûte, qu'est-ce que c'est par rapport à l'impact que ça crée sur ma mémoire à long terme? Bien sûr. Parce que moi, il l'avait bien compris. 3 mois après, j'ai voulu partir en week-end. Je vais pas poser la question. Je dis, tiens, j'aimerais bien partir en week-end me reposer. Je commence à regarder sur internet et je fais, mais attends, non, je vais retourner à Marne-la-Vallée, c'est à côté. Et puis tout ce que j'ai vécu comme expérience est revenu en une espèce d'agrégation dans mon cerveau et la décision elle s'est prise comme ça. Et est-ce qu'ils ont réussi à avoir le même niveau de constance de service? Alors justement, quand j'y suis retourné, il y avait plus la bouteille de champagne. Ouais. Ça m'a déçu. C'est un point sur lequel je travaille beaucoup avec les hôteliers, c'est très difficile. Tu parles d'effet de surprise. Ouais. Après, la problématique, c'est qu'en effet, quand tu reviens, ça devient un standard. Exact. Donc si tu ne l'as plus, là, il y a une déception. Ouais. Et tu vois, voilà. Parce que le cerveau est toujours en train de comparer. Hein. Le cerveau s'attend à quelque chose, et si l'attente, elle est dépassée, mais à la baisse, donc là, tu crées un petit écueil sur l'expérience client globale. Mais pour moi, après, tout ça a été rattrapé par la gentillesse des gens, par le fait qu'ils se souvenaient toujours de moi, qu'ils me posaient des questions sur comment ça allait, sur
des choses que j'ai partagées avec eux. Bon, après, le concierge, c'est un clé d'or, donc c'est pas la moitié de concierge, tu vois, voilà. Et ça se voit. Oui. Tu sens que voilà, les clés d'or, c'est pas des clés d'or pour rien. C'est des gens qui ont des mémoires colossales ou des gens qui savent ce que c'est que la considération et qui savent aller chercher les gens dans leur personnalité. Absolument. Et c'est hyper important pour l'expérience que moi je vis dans un hôtel comme ça où je vais me reposer quelques fois. Et voilà. Donc oui, alors il y a eu. conciergerie sur Hospitality Insiders, j'en ai eu beaucoup et en effet le concierge ça fait énormément dans l'expérience client. Bien sûr, évidemment. Parce que, mais encore une fois, pourquoi ? Parce que il sait s'intéresser aux gens, marque de considération, il va dépasser les attentes, ou il va faire en sorte d'amener plus que ce que les gens espèrent, et donc émotionnellement, il va les engager. Donc, comme émotionnellement il les engage, il marque la mémoire à long terme, et donc les gens veulent revenir. Oui, complètement. J'essaye d'être très pragmatique et actionnable justement pour mon hôtelier. Est-ce que tu as su comment ça se faisait que finalement dans cet hôtel qui n'est entre guillemets que un 4 étoiles, tu nous décris pourtant un standard qui est exceptionnel, comment ils arrivent à atteindre ce niveau-là ? Est-ce que tu as su en interne peut-être ce qui était fait ou est-ce que tu as compris toi-même des éléments qui, à ton avis, sont facteurs de succès ? Tout simplement parce que la direction, c'est quelqu'un qui travaille dans les 5 étoiles et des palaces. Ouais. Le directeur qui était nommé pendant cet hôtel-là, je pense, impose ces standards-là, et ces standards-là sont aussi... pour moi, tout l'accueil, il est aussi chapeauté par le concierge qui est clé d'or, et donc il donne... Alors, surtout, le concierge qui est clé d'or, il est d'origine indienne, et c'est quelqu'un qui est d'un calme olympien, et qui est d'une sagesse. Bon, ça fait 35 ans qu'il est dans le milieu de l'hôtellerie, ou plus, je crois. Et c'est quelqu'un qui est d'une empathie rayonnante et qui est toujours... comment dire, je sais pas, il est agréable, il est apaisant, en fait. Voilà, il est apaisant, et je l'ai vu apaiser des clients mécontents. Pour moi, c'est magique. Et alors, pour moi, déjà, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce standard-là et comment ils arrivent à le maintenir ? Alors, je pense qu'ils rappellent très souvent les bases. Et on a l'impression que les bases, elles sont toujours là, mais en fait, non, le cerveau oublie très vite. Oui, et encore une fois, sourire, accueil, écoute, poser des questions, s'intéresser aux autres, qu'est-ce que je peux faire en plus qu'ils n'attendent pas, et comment je peux fluidifier l'expérience. Enfin, c'est ces questions que je me pose qui vont tout le temps. Pour moi, il faut se les poser tous les jours. Et si tu veux, et moi je le vois bien, je vois que voilà, le directeur de cet établissement, il est très à cheval là-dessus. D'ailleurs, il est venu me saluer en plus, haute marque de considération. Mais attends, je m'éloigne parce que c'est encore autre chose. Mais voilà, tout ça pour dire que pour moi, c'est une... encore une fois, c'est un entraînement. Et l'entraînement, c'est c'est ce que font les entraîneurs ou les grands coachs sportifs, c'est back to basics, le retour aux bases. Et le retour aux bases, c'est tous les jours comment on va réexpliquer à tout le monde. Et alors, pour moi, c'est là où le style de management est important, c'est que il faut pas seulement être descendant, mais pour moi, il faut faire participer les gens qui sont dans les équipes. Pour moi, les équipes terrain, c'est les équipes qui sont en contact du client. La marque, c'est eux. Le personnel de chambre, le personnel de l'accueil, le personnel du room service, c'est la marque. Complètement. Et donc, eux, ils ont des idées. Eux, ils ont peut-être des choses à dire que le management ne voit pas. Eux, il y a peut-être des process qui, eux, ne leur permettent pas de fluidifier l'expérience client. Et si on les écoute pas, déjà, ils vont désengager, mais en plus, on va passer à côté de centaines d'idées. Et quand j'ai travaillé pour des palaces et pour cette régie de bailleurs sociaux, mais moi, quand je travaille avec eux, je demande aux gens qui sont sur le terrain, on se met devant des paperboards et à tour de rôle, on se dit comment on va surprendre nos clients, comment vous voyez la surprise chez vos clients, de quels moyens vous avez besoin pour surprendre vos clients, des moyens simples. Si vous avez plus de moyens, vous feriez quoi ? Et à tour de rôle, tout le monde balance des idées et on fait ça par groupe. Et en l'espace d'une heure et demie, il y a 300-400 idées qui émergent et après on les trie. Mais au moins ça vient du terrain si tu veux. Et ça crée un engagement collaborateur qui est énorme et on se rend compte que parfois dans nos briefings, on passe à côté des idées des autres. Et je pense que c'est bien, sans faire des workshops comme moi je l'ai fait, ça peut être intéressant. Mais dans le style de management, poser des questions aux équipes terrain et faire remonter les équipes du terrain, c'est une source de valeur et d'innovation qui, pour moi, n'est pas assez considérée et qui fait qu'on peut gagner des points par rapport à la concurrence qui ne le fait pas. Bien sûr. Parce que ils ont beaucoup d'idées.
Et là, on développe et le parcours collaborateur et les Exactement. conséquences sur le parcours client Exact. par la Exact, suite. oui, parce qu'après, c'est eux qui sont au contact du client. Bien sûr, ouais. J'ai travaillé pour Donc, le musée des Beaux-Arts à Bruxelles, et la personne à l'accueil, elle avait été géniale, elle avait été drôle, elle m'avait posé des questions, elle était sympa, direct, et je leur avais dit, voilà, en faisant ma conférence, j'aurais dit, ben, vous voyez, le Palais des Beaux-Arts, c'est pas cette magnifique bâtisse et cette exposition incroyable et cette salle de 2500 personnes où se passent les TED, notamment les TEDx européens. Aujourd'hui, le Palais des Beaux-Arts, c'était, je sais plus comment elle s'appelait, mais Mathilde à l'accueil. Et elle a fait mon expérience. Elle a rendu les Beaux-Arts encore plus beaux parce qu'elle était elle-même belle. Bien sûr. J'espère qu'elle nous entend. Ouais. Et c'est ce que j'appelle lui l'impact. enverra. C'est l'impact perceptif fait. et émotionnel qui va conditionner en plus après le reste de mon parcours Mais les premières lignes, c'est plus important. Complètement. Je le répète en effet suffisamment dans les formations, mais je pense que c'est le conseil actionnable, c'est avoir du personnel qualifié, le former sur les basiques et les répéter jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement maîtrisés. Et leur demander des idées. Et ensuite, et leur demander des idées, parce qu'eux, ils ont des idées, où ils manquent peut-être de certaines choses. Où ils disent, ah ouais, mais bon, là, le process qu'on a avec ce truc informatique qu'on a à faire, ça prend tellement de temps qu'on fait attendre le client, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le simplifier? Ou est-ce qu'on peut le faire après? Enfin, je sais pas. Et ils sont tellement meilleurs pratiquants d'idées dont ils sont à la source plutôt que de choses qu'on leur a imposées. Et voilà, et dans le milieu du luxe, pour moi, c'est pareil. On reste dans des silos très descendants, et même si on a des politiques d'expérience client, on va créer l'effet waouh parce qu'on est les meilleurs du monde, oui, très bien, mais est-ce que vous faites de la remontée terrain? Complètement. J'ai l'impression que toi et moi, on pourrait parler de ces sujets pendant des heures. Et j'avais pas prévu forcément de te poser cette question, mais tu m'as lancé du coup sur TED et TEDx. Du coup, j'aimerais beaucoup avoir ton analyse de mon TEDx que tu as regardé, à travers toi, ton œil critique aussi, ta vision et toutes les informations que tu dois nous donner. Comment est-ce que tu l'as perçu? Je suis prêt à tout entendre. Je vais pas épiloguer puisque ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour moi, tu décris des expériences qui sont extrêmement précises, et pour moi, si on regarde ton TEDx simplement alors si je fais un additif, en se disant, tiens, dans ce qu'est en train de raconter Maxime, qu'est-ce qui a surpris le client? En quoi ce qu'il a fait là est une marque d'intérêt et de considération? À quel degré de détail il était cherché pour montrer à la personne qu'il la connaissait? Et tiens, ce qu'il a fait là ou ce qu'il dit là, en quoi ça augmente la fluidité de l'expérience? En quoi ça réduit l'effort client? En quoi ça permet au client de se dire, encore une fois, tout va bien, tout est fluide, je ne me pose pas de questions. Et enfin, moi, j'ai regardé ton TED, parce que moi, en fait, ce prisme-là, je le mets partout. Je le mets quand je vais chez Leroy Merlin, je le mets quand je vais dans un café-restaurant, je le mets quand j'entre dans une boutique de luxe, je le mets quand j'entre dans un hôtel, à tous les endroits où il y a de la vente et de la relation commerciale. Je me dis, tiens, est-ce qu'il y a un truc qui me surprend? Ou est-ce qu'il n'y a rien du tout qui est au-dessus de la moyenne? Tiens, est-ce qu'on s'intéresse à moi? Est-ce qu'on me considère? Est-ce qu'on me pose des questions? Est-ce qu'on est sympa? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans l'empathie ici? Et puis après, est-ce que le process du moment où moi j'ai envie d'acheter ce truc-là, au moment où je l'ai, est-ce que j'ai beaucoup d'efforts à fournir pour l'avoir? Mais je suis obsédé par ces trois trucs-là. Je me dis, où est la surprise, où est l'intérêt, où est la joie dans l'expérience que je suis en train de vivre? C'est très très intéressant de mettre des mots et en plus l'explication scientifique que tu donnais tout à l'heure qui permet de comprendre tous ces points-là. Et donc, je vais faire deux apartés. Et pour reprendre aussi sur ton TED, quand je parle d'intérêt / empathie, comment considérer l'autre? Et après, pour moi, le prisme du magicien, je te dis, c'est comment l'autre perçoit ce que je suis en train de faire. Et encore une fois, pour moi, c'est des questions, il faut se poser des questions simples, mais c'est pas des questions simplistes, parce que c'est des questions qu'il faut se poser tous les jours. Et après, je donnerai un exemple d'un palace dans lequel j'ai vécu quelque chose qui était quelque chose à ne pas faire, par exemple. Et pourtant, c'est un palace. Intéressant. Un illusionniste, quand il veut être dans l'empathie perceptive. Parce que l'empathie, pour moi, il y a deux types d'empathie. Il y a l'empathie de cœur, l'empathie affective, qui, quand on a un certain niveau de relation avec les gens,
ou de l'empathie affective avec ton conjoint ou ta famille. Mais pour moi, c'est pas ce genre d'empathie qu'il faut développer en entreprise. Quand on fait de l'expérience client, il faut plus avoir d'empathie perceptive déjà. Alors, qu'est-ce que c'est l'empathie perceptive? Comme son nom l'indique, c'est comment on perçoit et comment l'autre perçoit. Alors, comment je peux me substituer à la pensée de l'autre? C'est simplement en me posant des questions. Pour moi, si on veut bien penser, il faut se poser de bonnes questions. Donc, si je veux penser comme l'autre, la première question à se poser, parce qu'un être humain, dans sa façon d'envisager le monde, à 60%, on est influencé par notre vision. Oui. Donc, première question à se poser dans tout le parcours client, et que tout le staff doit se poser en permanence, c'est qu'est-ce que mon client voit? D'accord, ouais. Qu'est-ce que mon client voit? Et si je voyais ça, qu'est-ce que ça me ferait? Deux questions, hein. Mais est-ce que je me les pose? Est-ce que mon staff se les pose? Je te donne un exemple. J'étais un jour dans le spa, dans la piscine d'un hôtel, et je me mets sur le bord comme ça, et il y a une verrière au-dessus de la piscine, et je vois la façade de l'hôtel. Et le côté droit de la façade était tout écaillé. Je dis bon, ok, ils ont des travaux à faire, etc. Je reviens 3 mois après. Je renage, je me refous dans le coin de la piscine. Ah, la façade toujours écaillée. Je reviens 1 an après. La façade toujours écaillée. Mais là, qu'est-ce que mon client voit? Ouais. Et si moi je voyais ça, qu'est-ce que je me dirais, tu vois? Complètement. Alors que par exemple, le staff, il voit la peinture écaillée tout le jour, mais il se dit pas, tiens, qu'est-ce que mon client voit? Et si moi je voyais ça, que j'avais payé 500 balles ou 1000 balles la nuit, qu'est-ce que je me dirais? Ouais. Pareil, il y avait dans un autre hôtel, il y avait un sauna. En face du sauna, il y avait une douche. Et la douche était en travaux. Mais travaux pas signalés. Et en plus, il y avait un truc qui avait coulé, il y avait du calcaire. Et pourtant, c'est en face du sauna, je suis dans le sauna, puis je vois ça, quoi. 3 ans après, je reviens, toujours la même chose. 1 an après, toujours la même chose. Mais je me dis, mais il pourrait pas mettre un panneau, ou mettre un rideau, ou mettre un truc pour que je ne le vois pas. Mais il n'y a personne de tout le staff, et même de la direction, qui s'est dit, tiens, si moi j'étais dans le sauna, qu'est-ce que ça me ferait? C'est juste de l'empathie perceptive. En gros, qu'est-ce que mon client voit? Et si moi je voyais ça, qu'est-ce que ça me ferait? Ensuite, deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que mon client entend? Parce que c'est la deuxième chose qu'un être humain, quand il est dans son environnement, fait pour créer une réalité, ou sa réalité, il entend des trucs. Qu'est-ce que mon client entend? Et si moi j'entendais ça, qu'est-ce que ça me ferait? Donc entendre, c'est... alors, ça peut être l'atmosphère sonore, ça peut être la musique, mais c'est aussi les mots. Oui. Comment est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il y a du sourire dans la voix? Quelles questions on me pose? Est-ce qu'on me dit bonjour systématiquement? Qu'est-ce que mon client entend? En gros. Et si moi j'entendais ça, qu'est-ce que ça me ferait? Et la troisième question, elle est dépendante des deux autres. Parce que une fois qu'un client il a vu quelque chose et entendu quelque chose, forcément il va commencer à interpréter ce qu'il a vu et entendu. Donc qu'est-ce que mon client pourra interpréter de ce qu'il a vu et entendu? Typiquement, quand moi je suis dans la piscine et que je vois le mur complètement défoncé, je me dis, putain, la maintenance, ils n'ont pas les moyens, ou qu'est-ce qui se passe? En fait, ils s'en foutent de ce que je vois. Et là, tu vois, je commence à mouliner en tant que client. Ouais. Et puis même, esthétiquement, ça me plaît pas. Je suis dans une belle piscine, tout est hyper propre. Et moi, ça me fait c'est un élément frictionnel, parce que je vois la façade qui est défoncée. Pareil quand je suis dans le sauna. Un beau sauna, hyper propre, avec les huiles essentielles, et puis je suis dedans en train de me relaxer, et je vois la douche qui est toute pétée avec... tu vois, mais moi, ce que je commence à interpréter, c'est... en fait, ils s'en foutent de mon confort visuel, et ils s'en foutent de ce que je vois. Oui. Ouais. Et si je suis quelqu'un, imagine... l'expérience client dans son entièreté et dans ses moindres détails. Exactement. Et après, je vais aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce que mon client voit? Qu'est-ce que mon client entend? Et si j'entendais ça, si je voyais ça... Enfin, si j'entendais ça, si je voyais ça, qu'est-ce que ça me ferait? Donc, qu'est-ce que mon client interprète? Ou pourrait interpréter? Et là, je me dis, tiens, si moi, j'étais, par exemple... moi, je suis... moi, je suis peintre en bâtiment. J'ai une grosse boîte. Et moi, je suis un dingue des trucs bien finis du détail. Et le mec, il est peintre. Par exemple, il peint des super belles maisons. Il est dans la piscine. Et puis, il regarde la façade de l'hôtel. Il dit, putain, mais la peinture, elle est dégueulasse, là. Mais lui, l'impact perceptif et émotionnel, il sera encore plus fort pour lui. Parce que lui, c'est son métier. Imagine que dans le sauna, il y a quelqu'un qui va. Et c'est quelqu'un qui fabrique des douches en mosaïque et qui adore les douches.
Et dans le sauna, puis, putain, mais la douche, elle est défoncée, là, qui est. Je dis, mais c'est quoi? Et le mec, il a une réaction qui est un peu viscérale. Mais tu vois, qu'est-ce que mon client voit, qu'est-ce que mon client interprète, ou pourrait interpréter? Et donc, quatrième question, qu'est-ce que mon client ressent, ou pourrait ressentir? Est-ce qu'il ressent de la friction, ou est-ce que il est surpris? Est-ce qu'on s'intéresse à lui? Ou est-ce qu'il a à fournir un effort? Ouais. Ça en fait des questions. Et la dernière, c'est qu'est-ce que mon client conclut ou pourrait conclure? Et celle-ci, généralement, elle fait mal. Ouais. Donc, les 5 questions de l'empathie perceptive, c'est qu'on peut poser en briefing et leur expliquer souvent qu'est-ce que mon client voit, et si moi je voyais ça, qu'est-ce que ça me ferait? Qu'est-ce que mon client entend, et si moi j'entendais ça, s'il me parlait comme ça, qu'est-ce que ça me ferait? Qu'est-ce que mon client pourrait interpréter ce qu'il a vu et entendu? Qu'est-ce que mon client ressent suite à avoir interprété ça? Ou qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, qu'est-ce qu'il doit ressentir? Pour moi, c'est plus surprise, intérêt, joie que le reste. Qu'est-ce que mon client conclut? Tout à fait. La conclusion, c'est très simple. La conclusion du cerveau, une fois qu'il a perçu, interprété et ressenti, c'est binaire. C'est j'aime, j'aime pas. Je reste pas. Je reviens pas. Je suis content, je ne suis pas content. C'est toujours binaire. Ouais. Et donc, si on veut faire de la vraie expérience client, moi, je pense qu'il faut presque commencer par se poser les questions à l'envers. Okay. Et c'est là qu'on va commencer à construire une vision et notre vision de l'expérience client par rapport à notre établissement. Et pour moi, pour comprendre et pour avoir une vision de l'expérience client, il faut poser la question et la poser en briefing et la poser souvent. C'est qu'est-ce qu'on veut que notre client conclue? Tout à fait. De nous en tant que personne du staff. Qu'on est pro, qu'on est souriant, ce que tu cherches. Et de l'expérience qu'ils vont avoir avec nous et de l'expérience qu'ils vont avoir avec le lieu. Et de cette question, on dessinerait tout notre parcours collaborateur. Et pour moi, il faut se poser la question. Qu'est-ce que je veux que mon client conclue? Oui. De moi, de nous en tant que personne, et de l'expérience qu'il va avoir avec nous, avec moi, et avec l'environnement en général. C'est hyper intéressant. Et ces questions ont l'air simples, mais encore une fois, elles ne sont pas simplistes. Et pour moi, se les poser, générer des idées grâce à ces questions, et se les poser nous, moi, tu vois, quand je travaille avec des marques de luxe, je me dis toujours, qu'est-ce que je veux que mon client conclue? Et moi, je veux qu'il conclue que je suis d'un détail extrême, je veux qu'il conclue que je les connais par cœur et que je connais leur histoire, et je veux qu'il conclue qu'avec moi, ils vont avoir aucun effort à fournir et que tout est déjà prêt. Et moi, en posant ces questions-là, ça me permet de préparer tout le reste et après de poser, mais tiens, je vais leur montrer ça, je vais leur raconter ça, et je vais aller chercher ces émotions-là. De toute façon, j'ai toujours cherché les trois mêmes. La surprise, l'intérêt et la joie. Mais je pars toujours de la conclusion. Quand je rentre dans un entretien, quel qu'il soit, je me dis, tiens, qu'est-ce que je veux qu'ils concluent de moi en tant que personne et de l'expérience qu'ils vont avoir avec moi? D'accord, ouais. Et selon la personne, selon ce que je dois pitcher ou selon ce que je dois raconter, j'essaie de me dire, je voudrais les amener à cette conclusion-là. Mais si je ne me suis pas on va dire, préparé à la conclusion que je veux qu'ils aient, comment veux-tu que je délivre une expérience qui soit qualitative? C'est passionnant. Écoute, j'ai l'impression d'avoir vécu ta conférence, ou en tout cas plein de morceaux. C'est plus ou moins le cas. Ouais. Merci beaucoup de la richesse de ces enseignements. J'aime beaucoup aussi le fait que tout ce que tu dis, moi je vois comment le transposer dans mon métier. Je pense que je pourrais rebondir sur tous les éléments que tu as donnés et on pourrait faire des sous-chapitres. Donc je te propose qu'on les détaille dans de prochains épisodes. Avec plaisir. Et peut-être pour un peu plus de légèreté et revenir à ton cœur de métier, normalement je ne filme jamais les épisodes à distance. Ouais. En fait, je fais que l'audio puisque je trouve que ça n'a pas du tout d'intérêt de voir moi mon bureau et le domicile de mes invités. Exceptionnellement, aujourd'hui, je t'ai demandé d'allumer la caméra. Oui. Je voudrais te demander si c'est possible à distance, bien sûr, de nous faire un tour de magie. Exact.
Et là, je suis comme... Là, c'est l'enfant en moi. Et tu me vois pas frétiller sur ma chaise, mais je sautille. Alors, j'ai pas quelque chose de très de basique. voir Gérard Majax qui d'un coup, s'élève devant moi. Donc c'est un de mes tours favoris parce que j'ai vu David Copperfield le faire sur scène dans les années 80, à la fin des années 80 je crois, peut-être début des années 90. Il faisait ça sur scène avec une caméra braquée sur ses mains. Et je me suis dit putain mais c'est complètement fou parce que la caméra est braquée sur ses mains et je vois pas. Et après alors quand j'étais dans ce magasin où j'ai travaillé, j'ai pu avoir accès à l'explication de la personne qui avait inventé cet effet, mais avec toutes les subtilités, les finesses de mouvement, etc. Et donc j'ai bossé ça comme un fou, et je fais tout le temps cet effet de magie quand je commence mes conférences, et après je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà l'effet. Pour ce que je fais... Pardon, je te coupe, mais pour ceux qui ne regarderont pas, mais qui voudraient rester en audio, est-ce que tu veux que je commente? Est-ce que tu préfères commenter toi-même? C'est dommage qu'ils ne voient pas. Je pense que je mettrai l'extrait en ligne juste pour ceux qui veulent accéder à l'extrait, mais il y en a qui écouteront, je pense, uniquement. Bah voilà, là c'est un billet de 20 €. Alors non, je l'emprunte, je ne peux pas l'emprunter, c'est un billet de 20 € que j'ai sorti de mon portefeuille. Alors, ce qui est très important, je vais le montrer sur la tranche parce que je voudrais que vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui est collé ou caché derrière le billet. Et surtout que mes mains sont vraiment totalement vides. En plus, voilà, j'ai une chemise qui est sans manches, donc tu vois que j'ai pas de manches. Et encore une fois, voilà, ces mains sont bien vides et les manches remontées. Je vais simplement le plier en 2, le plier en 4, le plier en 8, et surtout ce qui est très important, c'est qu'il ne va jamais vraiment quitter vos yeux, il va toujours rester bien visible. Je vais donner un dernier pli, tu es toujours là, c'est ce billet un peu bleuté, billet de 20. Oui. Je plie une dernière fois, il ne va jamais quitter vos yeux, et pourtant il fait commencer à légèrement changer de couleur. Mais non, incroyable. Il devient violet, et si je déplie aussi doucement que je l'ai plié, c'est devenu un billet de 500. C'est un billet de 500. Wow. De l'autre, et mes mains sont toujours vides, le billet est toujours aussi fin que quand j'ai commencé. Mais alors quand je fais ça et que je le fais en conférence, la personne me l'a prêté et donc je lui dis toujours avant qu'elle me le prête. Est-ce que tu lui donnes un billet de 500? Voilà, je vais vous le rendre tel quel, est-ce que vous êtes d'accord? Elle me dit oui, surtout vous le déchirez pas. Je dis, non, ne vous inquiétez pas, je vais vous le rendre tel quel. Alors, une fois j'ai le billet de 500 dans les mains, je dis alors maintenant, vu que j'ai fait une promesse et que vous avez dit oui à cette promesse, je suis obligé de vous le rendre tel quel. Mais ce que je vais faire, c'est que tiens, je vais mettre de côté, pour ceux qui ont leur caméra, c'est évidemment même l'intérieur de... l'intérieur, je vais mettre comme ça, c'est évidemment même l'intérieur de mes mains. Donc, je vais le plier en 2. Toujours les mains vides. Je vais le plier en 4. Je vais le plier en 8. Je vais le plier finalement en 16. Il est toujours bien visible. Tu vois, toujours entre les doigts et dans la paume de mes mains. Je le plie une dernière fois. Et là, tu vois, il reprend sa couleur initiale. Pour donner celui que tu m'as prêté. Enfin, la personne me l'a prêté, mais là, c'est le billet de 20 d'un côté. Et de l'autre, en gros plan. Voilà. Retour au billet de 20. Donc voilà, c'est la fin d'un rêve, mais c'est le début de l'honnêteté. Magnifique, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'une fois que tu as fait ce tour de magie, c'est beaucoup plus facile de faire passer tes messages. Exactement. L'attention est captée, n'est-ce pas? Et tu vois, justement, dans cet effet, la surprise, tu dépasses une attente parce que tu ne transformes pas le billet de 20 en un billet de 50, c'est un billet de 500. Donc, tu vois, c'est le truc qui va tout de suite mettre un step en termes d'effet. Ensuite, l'intérêt à l'argent, ça parle à tout le monde. Donc, tu vois, c'est un peu universel. Tu le rattaches tout de suite à ta vie, tu commences à fantasmer, enfin, il y a plein de choses qui sortent des gens à ce moment-là. Et après, cet effet, si tu veux, voilà, j'ai tellement, on va dire, travaillé la gestuelle et l'enchaînement, et que je peux même montrer mes mains, tu vois, un gros plan face caméra, parce qu'en termes de fluidité, je travaille la fluidité. Et donc, je vous embarque dans l'expérience de l'effet, et tu vis l'effet comme si c'était de la vraie magie, quoi. Mais parce que tu te laisses embarquer, tu dis, ah bah c'est bon, je suis parti avec toi, et j'ai rien vu. Il n'y a rien qui a accroché ma vision pour que je me laisse sortir de l'expérience, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que la fluidité permet de ne pas sortir de l'expérience. D'accord, c'est très très intéressant. Écoute, je vais te demander, bon c'est pas vraiment un tour de magie, mais c'est mon petit jeu sur le podcast que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Cette fois-ci, tu vas donc fournir un mot-clé de ton choix que nos auditeurs, s'ils l'utilisent, donc s'ils l'écrivent soit en commentaire de la vidéo YouTube ou en laissant un avis plus commentaire sur Apple Podcast, si possible, un avis 5 étoiles, ils auront droit à un bénéfice de ton choix. D'accord. Là, je te laisse décider de ce que tu veux. Alors, faut que je te dise le bénéfice d'abord et le mot ensuite.
Le mot-clé et après le bénéfice. Alors, le mot-clé. Est-ce que le... Attends, parce que j'en avais un en tête, mais je me dis que faut que ce soit un mot-clé quand même qui soit en rapport avec ce qu'on vient de développer. Si tu le souhaites. C'est mieux, non? Tu peux. Euh, Écoute, je vais dire fluidité. Fluidité. Ouais, Ok. fluidité, c'est bien la fluidité. C'est très bien la fluidité. Ouais. Quel sera le bénéfice? Alors, pour les 3 personnes qui vont employer ce mot, j'ai créé un spectacle où en fait, j'ai recréé l'ambiance et l'esprit de ce qui se faisait dans les salons parisiens au 19e siècle. Donc c'est un spectacle de magie historique avec de très très beaux objets et qui nous ramène donc 170 ans en arrière, donc une expérience très immersive. Et donc je l'ai déjà faite au Ritz, au Meurice, au Cheval Blanc pour des clients privilégiés. Wow. Et je vais lancer ce concept-là d'ici quelques mois sur Paris, probablement pour novembre-décembre. Et donc les personnes qui utiliseront ce mot-clé, les 3 premières personnes, je les inviterai à ce spectacle qui s'appelle Les Soirées Fantastiques de Wow. Robert Houdin. Ah, c'est génial. Trop bien. Voilà, comme ça, ils Écoute, verront de la magie de ouf. ah là, on a vraiment de la magie. Je te dis, moi, je suis comme un enfant, là. Et je serai invité aussi, bien sûr, je serai invité aussi. Merci beaucoup pour tous ces partages, la richesse de tous ces enseignements. Tout à l'heure, tu as cité un livre notamment, et justement, j'arrive à la recommandation de lecture, donc toi, tu peux en parler. C'était Le Bug Humain, je crois. Oui, exact. Alors, est-ce que c'était celui-ci ou peut-être que tu en as un autre? En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est, en plus de la recommandation, ce que toi, Bien sûr. les enseignements que tu as tirés quelque part de ce livre, en quelques mots. Alors, le bug humain. Si tu choisis Oui, le Bug alors, Humain, tout à fait. alors, genre, faut que j'en donne un deuxième, parce que le bug humain, c'est la personne qui l'écrit, donc c'est un neuroscientifique et le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et donc il explique en quoi, voilà, quels sont les 5 renforceurs primaires du cerveau, qu'est-ce que le cerveau cherche en permanence, en quoi ces 5 renforceurs primaires nous ont permis d'évoluer au stade de civilisation dans lequel on se trouve, et comment se fait-il que ces 5 renforceurs primaires sont en train de se retourner contre nous et nous forcent en gros à détruire la planète. Et donc il explique ce qui se passe dans nos têtes au quotidien. Et moi, en fait, si tu veux, ça m'a vraiment remis dans une espèce de conscience de moi que je n'avais plus, enfin que très peu, enfin que pratiquement personne n'a, puisque ce sont des renforceurs primaires de l'ordre du réflexe. Mais ça permet de mieux naviguer dans sa tête, voilà, de comprendre notamment, voilà, quand il parle de minimiser l'effort, c'est un des 5 renforceurs primaires, mais voilà, minimiser l'effort, c'est quelque chose qui est perçu comme étant fondamental par le cerveau. Et moi, la lecture que j'ai faite de ce livre, c'était, alors déjà pour moi, ça m'a rendu assez humble sur ma condition, en disant, en fait, j'ai beau avoir fait un bac plus 5 et des centaines, voire des milliers de bouquins, en fait, finalement, je suis comme tout le monde. Ouais. Je fais les mêmes conneries avec ma tête. Et ça te permet d'être plus conscient de ce que tu fais. D'accord. Et d'éviter certaines choses surtout. Et puis ça permet pour moi d'être plus persuasif et de savoir à quoi tu dois parler en premier quand tu es en face de quelqu'un qui est un client en plus. Les 5 renforceurs primaires pour moi sont assez intéressants à ce niveau. Il y en a Ouais, quelques-uns qui sont trop basiques, mais d'autres, attention, intéressants d'aller, en tout cas d'aller les chercher chez les personnes qui peuvent être tes clients. Tu nous fais même le teasing du livre. Ah ouais, pour moi c'est un bouquin sur la persuasion aussi. Hein. Très bien, il est sur ma table de nuit. Alors, moi, il y a un autre bouquin. Alors, le bouquin que je suis en train de lire en ce moment, ça s'appelle The Customer of the Future. Okay. Donc, le client, il est en anglais, il n'est pas encore été traduit en français. Donc, le client du futur. Le du futur, ouais. Donc, c'est par une conférencière et une auteure américaine qui, pour moi, reprend exactement où en est l'être humain aujourd'hui, quelles sont les attentes en termes d'expérience client et qui est votre client de demain. Donc, très intéressant parce que c'est un bouquin de prospective sur l'expérience client. Ensuite, justement, là, j'ai fait quelques recherches il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte de quelque chose, j'espère qu'il va plaire à tes auditrices et tes auditeurs. Là, c'est un bouquin qui s'appelle Winning Her Business, donc gagner son business, mais au féminin. Mm-hmm. Et donc, la personne qui écrit ce livre, pareil, une auteure et conférencière, qui explique que il y a quand même beaucoup de décisions d'achat qui sont prises par des femmes, et que c'est comment dire, il y a beaucoup de femmes qui tiennent les portefeuilles,
il y a beaucoup de femmes qui achètent de toute façon et qui, en fait, ils se sont rendus compte que 70 à 80% des décisions d'achat aux États-Unis étaient prises par des femmes. Incroyable. Et que dans l'expérience client, on n'est pas très women-friendly. Notamment même, tu vois, ils se sont rendus compte que les téléphones étaient trop grands pour les mains des femmes, et pourtant, on fait toujours des iPhone 14 ou 14 Max qui sont trop grands et qui ne sont pas adaptés pour des mains de femmes. Et donc, le business de demain, c'est aussi une expérience client qui sera autant adressée aux hommes qu'aux femmes, et il faut penser que les femmes ne pensent pas comme nous, n'ont pas les mêmes perceptions, n'ont pas les mêmes attentes. Et j'ai trouvé intéressant d'aller lire, ça c'est son dernier bouquin, on a écrit un autre, mais voilà, son point de vue. Bon, elle parle d'expérience client au sens large aussi, mais elle explique des subtilités. Tu vois, par exemple, dans des concessions de voitures, quand il y a un mec qui rentre avec sa famille et qui accompagne sa femme et ses enfants, il se rend pas compte que c'est la femme, elle va avoir un gros impact sur la décision de l'achat de la voiture, mais les vendeurs de voiture, ils calculent même pas la femme. Alors que c'est elle qui va faire qu'on achète cette voiture ou pas, quoi. Là aussi, je pourrais rebondir pendant 20 minutes sur des exemples que j'ai dans des hôtels avec des clients où justement la subtilité, c'est de s'adresser à la femme quand on essaie de vendre une chambre. Bien sûr. Voilà, mais c'est passionnant comme sujet. Génial. Donc celui-ci, et après, c'est une startup qui a tout raflé, qui a créé la plateforme qui s'appelle Trainline. Oui. Et donc le directeur de l'expérience client, qui écrit l'obsession du service client. Et en quoi, en ralliant toute son entreprise, voilà, justement en faisant de l'expérience collaborateur et une vision stratégique de l'expérience client, comment cette boîte a su conquérir des parts de marché colossales. Et une boîte qui était revendue plusieurs centaines de millions d'euros, je crois, mais parce que ils avaient réussi à paramétrer extrêmement bien la satisfaction client. Et pour moi, ils l'ont bien fait parce que il y a eu de la surprise, de l'intérêt et de la joie. Encore une fois, à travers ton prisme. Moi, voilà, je ne sors pas ça de mon chapeau, encore une fois. Ça vient d'études neuroscientifiques. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et tant qu'on n'ira pas chercher ça de façon plus systématique, on ne fera pas d'expérience client. Digne de ce nom. Tu pourras partager quelques études que je mettrai dans les notes pour ceux qui veulent aller plus loin. Ouais, je vous laisserai un article que j'ai écrit dans le journal de la relation client et qui donne les sources scientifiques que j'ai utilisées. Génial, avec grand plaisir, merci. Et qui reprend les 3 émotions. Est-ce qu'en plus de tous ces livres, tu as peut-être une citation que tu utilises, un mantra que tu aimes te répéter? Qui n'est pas forcément relié à l'expérience client? Pas forcément. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a au moins 2 que j'aime beaucoup. Elles sont un petit peu, comment dire... Elles font réfléchir en tout cas. Moi, tu m'as posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ton MBA en finance à magicien en entreprise ou magicien tout court, hein. Moi, il y a une phrase qui m'a vraiment percuté en pleine tête. Je faisais ma licence en finance et je savais pas trop, est-ce que je fais de la magie, mais c'est compliqué comment je vais faire pour me vendre, je sais pas me vendre, enfin j'étais complètement en panique quand je pensais simplement au fait de faire ce métier-là. Et la phrase que j'ai lue, c'est une phrase d'Oscar Wilde qui est tirée d'une pièce de théâtre. Et cette phrase est la suivante. Il disait « Il y a des moments dans la vie où il faut choisir. Entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence dégradante, fausse et creuse que le monde dans son hypocrisie nous impose. » Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai réfléchi très 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 profondément, très très loin, et je me suis dit, voilà, je vais y aller à fond, et je verrai bien ce qui se passe. Parfait. Donc la promesse, c'est peut-être qu'après la lecture et la réflexion de cette phrase-là, vous allez vous transformer en magicien. À bon entendeur. Génial. Après toi, pour parler de tous ces sujets, on a vu qu'il y en a plein qui nous passionnaient, toi et moi. Qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Ah oui. Que tu connais ou que tu peux... Mais pas forcément quelqu'un de connu, justement. Pas forcément quelqu'un de connu. Ça peut être quelqu'un de très connu, mais difficile d'accès. On m'a donné le Dalai Lama.
Ah Donc, oui. tu vois, Oui, ouais, oui. je désespère pas. Et ça peut être quelqu'un que toi tu connais, mais que très peu de monde connaît. Écoute, j'ai un ami qui est conférencier aussi, qui est mentaliste. Mais lui, c'est un vrai mentaliste. C'est quelqu'un qui a fait de la programmation neurolinguistique à très très haut niveau. Il était formateur. Euh, il fait beaucoup beaucoup de conférences sur la persuasion. Il fait beaucoup de conférences sur l'empathie. C'est quelqu'un qui est extrêmement doué dans les relations humaines et qui est d'une sensibilité, d'une culture absolument faramineuse. Il s'appelle Benoît Campana. Et je te laisserai aller voir sur son site qui il est. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence sur ma façon de fonctionner, sur la façon dont je fais de la magie aussi. Mhm. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange beaucoup et qui est vraiment extraordinaire. Après, si tu peux inviter quelqu'un comme Alain Ducasse, j'aimerais bien aussi écouter son Ouais. point de vue sur l'expérience client. J'en serais ravi également, mais je vais rajouter quelques chefs à ma liste et Alain Ducasse en fait clairement partie. Génial. Merci beaucoup. Quelqu'un qui aimerait continuer cette conversation avec toi, cher Laurent, quel est le meilleur moyen finalement de te contacter? Sur mon site. Il y a mon mail, D'accord. c'est mon mail direct. Il y a mon numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone direct. Mhm. Ou après, sur Instagram, vous m'envoyez un message. Je suis moins réactif sur les réseaux sociaux, je suis quand même plus réactif par mail ou par SMS. Parfait. Ou Je par mettrai WhatsApp. dans tous les cas toutes Ouais. les références sur les notes du podcast. Et enfin, j'aimerais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Eh bien, le message est très très simple. Pour moi, dans n'importe quelle situation de la vie, faut surprendre les autres, faut s'intéresser à eux et faut les mettre en joie. Parce que la magie, c'est vous. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.